Toi, ta case, elle s'est fait fouiller. Ouais. Bon, ben, Salut tout le monde, bienvenue on se bat le casse, épisode 77. 77! Ouais, yes. Yeah! Yes, merci tout le monde d'écouter. Si vous avez 2 minutes, allez liker notre page Facebook. Si vous écoutez sur YouTube, likez notre channel. Puis si vous écoutez sur iTunes, donnez-nous 5 étoiles. Ben oui. Là, Matt, t'es pas là pour le Patreon. Puis, Hey, je l'ai pas, malheureusement. Ben, classique. Votre Patreon, c'est quoi? Si on se barre le casse, c'est le nom de votre podcast. Non, ouais, ben, absolument, on nomme de monde qui donne de l'argent, c'est pour ça. Là. Likez pas son Patreon. Allez sur ma page JF de nommer à la place. Moi, je sais par mes plugs. Je peux pas t'insulter. Désolé, monsieur. C'est vrai. Alright, fait qu'on va présenter l'équipe à la console encore une fois cette semaine, monsieur Philippe Lalonde. Ben oui, Bravo, Philippe Lalonde. Ouais, merci. Monsieur JF dénommé. Yes! Il est très content d'avoir avec nous cette semaine. Il enseigne le Muay Thai au centre XPN. C'est mon coach, Monsieur Sana Milocevic. Hey, Salut tout le monde. Hey. Merci de m'avoir invité. Ben, merci de venir. On est content que tu C'est sois là. super C'est plaisir. vraiment le fun. OK. Ouais. Je sais pas trop dans quoi je me suis embarqué, mais en tout cas... Ah, tu vas voir. Je suis bien Un long curieux. manège, mais ça va bien se passer. Ah ouais, Ça va bien se merci à vous. passer. Pas de stress. Donc, en sujet d'intro, j'ai trouvé une histoire. Pour avoir plus de vues sur son channel YouTube, un Américain âgé de 29 ans, plus connu sous le pseudonyme de CJ So Cool, s'amuse à humilier ses enfants. Récemment, il a mis du laxatif dans la crème glacée qu'il a fait manger à ses enfants, puis il les a filmés pendant qu'ils hurlaient de douleur aux toilettes. Non! Le père de l'année. Ouais. Non! Ah ouais. Wow, Mais ok. c'est-tu comme des conséquences ou Non, c'est juste lui, dans le fond. Juste pour le c'est- trip, C'est du c'est clickbait, juste- là. J'imagine, il fait subir ça à ses enfants pour Ah, se man. faire du fame, là. Mais il y en a ses enfants ont des likes? Ben oui. Ça, pour l'enfant, non, c'est ça le pur bonheur. Ben ouais, avoir des likes. Ben ouais, c'est clair. J'espère qu'il fait de l'argent avec, au minimum. Au Ben, minimum. sûrement. J'imagine que Ben c'est oui. 5 millions d'abonnés. Il doit quand même faire un peu d'argent avec ça, avec les pubs. là. 5 millions ok. d'abonnés. Ouais. Ben, c'est ça, non. Ouais, c'est ça. J'espère qu'au minimum, il y a la DPJ aussi Puis dans ces mettons- 5 millions-là. là, Ces je veux enfants dire. ont quel âge, mettons? Ça le dit pas, mais on a une photo ici. Là. On peut Parce- voir qu'ils ont l'air d'avoir maximum 6-7 ans. L'affaire du laxatif, c'est une mauvaise idée parce que lui, c'est le Ouais. père de famille. Clairement, c'est lui qui achète le papier de toilette. Clairement, s'il y a un problème avec la plomberie, c'est lui qui a payé. Ben ouais. Fait qu'il a acheté du laxatif, il a fait chier ses enfants, puis en plus, ça se peut qu'il y ait un dégât à réparer. Ben ouais. Penses-tu qu'il les chicane après, genre comme vous avez bouché le drain? Mais petit tabarnak! Ah non, c'est cave, là. Fait qu'à la suite de cette vidéo, la plateforme a décidé cette semaine de suspendre son compte en ligne qui comptait plus de 5 millions d'abonnés. C'était pas la première vidéo où il humiliait ses enfants. Sur Lindell, il fait éclater des feux d'artifice dans la chambre de ses petites filles, puis il filme en train de hurler de peur. Wow! C'est ça, père de mais ça, c'est pas pire. Là-dessus, Father si il y a du monde qui écoute, allez voir l'épisode que je suis là, le d'autre qui est assis sur le sofa en arrière. Là, c'est Chris précis, mais lui, Ouais, mais je à sais qui tu Thetford Mines, il a fait exploser un feu d'artifice dans son appart, puis ça l'a juste pété le téléphone pour ouvrir la porte. C'est cette espèce de téléphone que tu Ah, ouais, décroches, puis c'est juste tout de suite, il l'a parti, ça fait genre... Ah ouais, Puis il l'a wow. filmé, puis il est comme ah non, qu'est-ce qu'on a fait? Puis là, Chris, il monte ça, puis il me dit genre check qu'est-ce qui m'est arrivé, puis je suis comme tu t'attendais à Ah, quoi? c'est ça, qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce que t'as Crétin, fait? man. Tu veux dire? Là? C'est pas un hasard. Ah, c'est la promotion des génies. Ah ouais. Ben oui. Ah oui, c'est oui, aussi oui. ça, on se bat le casse. C'est ce qu'on comprend. C'est aussi ça, on se beurre le casque. OK. Je comprends. C'est pour ça que tu m'as invité? Je suis-tu dans la même catégorie, genre, un truc que je sais pas, il y a une joke? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bonne référence. Ça, tu comprends? Tout d'un coup. Ah oui, celle-là, je la comprends Ben très, oui, très oui. bien. Mais je Il est faisais fucking bon, référence ce à la version américaine, par exemple. Ah ouais, C'est la version de marde. OK, non. c'est pas vrai. Non, moi, Jacques Villeray. Ouais. Ben, tu l'as Ah vu, oui, la oui, version oui. américaine de... Non. Moi, je l'ai Ouais. vu, puis en fait, L'as-tu vu? tu sais, si j'avais pas vu la version française avant, puis que c'était un film qui avait aucun rapport, Ouais. je l'aurais peut-être trouvé drôle dans le style idiot, tu sais, mais en ayant vu la vraie version avant, qui était comique, mais comme un petit peu plus artistiquement poussée, là, Ouais. genre, j'étais comme, C'est parce que ouais. c'est too much, là. Genre, tu sais, il y en a un dans la version française, le gars, genre, c'est quoi, il fait des maquettes en allumettes, je pense. Ouais, lui, Puis- c'est l'inspecteur des impôts. Ouais. Oui, Exact. Mais dans le film, dans la version américaine, t'en as un qui pense qu'il contrôle l'esprit des gens. Fait que c'est juste genre tout too much. C'est genre, ça perd un peu l'essence du film, là. Ouais, fait que dans le fond, ils ont cru que quelqu'un est en train de commettre une fusillade ricanot... Hein?
Rien. Si, je sais plus, je t'ai rendu. Ouais, ta transition entre le Ouais. gars qui rend ridicule ses enfants puis le dîner de con. Ouais. Ouais, non. On revient au premier sujet. Ouais, c'est ça, mais c'est genre. Ouais. Tu vas y arriver. Non, je suis mal à l'aise. On va commencer avec la chronique à fil. Yes! Bon, ben parlant de malaise, c'est ça. Ça va être peut-être. En tout cas, vous allez voir. Mon introduction, premièrement, je me suis posé la question cette semaine, qui est une question assez centrale dans la culture américaine en général. C'est une question, je pense, que tout le monde se pose. J'avais fait mes recherches là-dessus, puis j'ai décidé de faire mon top 5 là-dessus. C'est le top 5 des pénis que je sucerais si j'étais gay. Ben ça, c'est une question, je pense que beaucoup de gens se posent. Je me suis dit, je me mouille. Ouais, J'y vais. Ouais, moi j'ai raison d'être venu ici en étant curieux. Parce que plus ça avance et plus je suis curieux. OK, donc je vais commencer mon top 5. Au numéro 5, j'ai mis nul autre que Hulk Hogan. Hulk Hogan qui est un héros d'enfance en plus, puis c'est pas un addon, là. Hulk Hogan qui a clairement un énorme pénis, là, on s'entend. Je veux dire, il est tellement... je sais pas, il beau. L'as-tu vu? Je sais pas. Ben, je l'ai pas vu, mais j'ai l'impression... Il y a une affaire de porn, par que, exemple. ouais, mais j'ai zoomé puis on voit rien. Et on voit absolument pas de Je l'ai pas pénis. regardé celui-là. Non, Il a pris des stéroïdes, puis il est quand même colosse, fait que ça doit être weird. Ça va être genre une espèce de gros moton musclé avec des mini raisins secs. Puis quand il met un condom, le pénis le déchire. Ben justement, lui, en fait, j'aimerais ça juste voir s'il y a des bobettes jaunes qui déchirent en criant « What you gonna do? » Juste avant que ouais. J'espère que ce sera pas de ce type-là. J'espère aussi qu'il va avoir eu sa leçon avec ses démêlés avec la justice dernièrement, justement avec la vidéo que tu parles, puis qui me callera pas et qui me dira pas genre « Call me un nigger » pendant l'acte, là. Ça serait comme pas mal... ça serait un petit peu de la merde. merde. C'est pas le référent, mais c'est parce que c'est pendant la vidéo, genre, il faudrait comme la. Je pense que c'est L'ami de son. La Ouais, femme de son meilleur ami, puis qui était filmée, mais sans son consentement, par son meilleur ami. Voyons donc. Ouais, il faut- c'est n'importe quoi, là. Puis il a posté ça pour faire de l'argent sur Internet. Puis. Pendant qu'il fourrait, il demandait Call me your nigger. C'est comme. Ça Ouais. démarre très fort. Ouais, c'est ça. Je suis absolument. Heureusement que je suis assis, en fait. Au numéro 4, j'ai mis Beethoven. Puis là, je parle du chien. En passant, là, pas le compositeur. Lui, il était sourd. Fait que c'est sûr que. Toi, tu suces pas les sourds. Ben, je veux dire, c'est juste. Non, mais c'est juste. que- JF, excellente remarque. C'est sûr que ça sonne bizarre, tu sais, au minimum. Tu sais, tu le suces, il vient, puis ça fait mouk-mouk, tu sais, genre, je serais comme vraiment mal à l'aise de ça. Ça briserait un peu mon rythme. Oui, puis je voulais juste préciser quelque chose bien important. Le chien, je le sucerais, mais juste pour mettre au clair, il faudrait que je sois zoophile et non gay. Ça serait lourd en crise de dire que les homosexuels discriminent genre zéro les pénis qui sucent. Ouais, ils jappent, mais il y a un esti de beau rouge à lèvres. Ça serait comme dérangeant un peu. Mais honnêtement, sérieux, je le sucerais, mais je le sucerais pas pour le plaisir. En fait, ça serait plus pour le poignarder avec l'autre main. Asti que j'haïs ce chien-là. Meurs dans ma marde, Beethoven. Ça, c'était mon numéro 4. Au numéro 3, sur une note un petit peu plus positive, j'ai le chanteur Garou. Garou, le tombeur. Lui, je pense que j'y mange le cul pendant que je suis là, honnêtement. Il est tellement beau, cet homme-là. Je le trouve appétissant. Sa graine a crissement de la classe, c'est sûr. Je suis certain que t'ouvres la fly puis elle t'attend avec un scotch puis un polo. C'est un petit peu, c'est l'image qui m'envoie cet homme-là. J'ai entendu dire que quand il vient, sa graine fait genre un petit bruit de pète puis elle s'excuse, Carlis. C'est vraiment, vraiment beaucoup de classe. Fait que demander de plus? Moi, je sais pas, mon seul référent que j'ai sur Garou, c'est qu'il a fait comme le bossu de Notre-Dame. Fait que je suis sûr que Oh, c'est man. horrible. C'est juste ça chez le Garou qui grogne avec des grosses oreilles. Ah, là, je me rends compte que j'aurais dû tellement prendre ce référent-là à la place pour écrire ces blagues-là. Calice, Ouais, je suis un donné. professionnel. Merde! Je t'appellerai la prochaine fois, maudit. Au numéro 2, j'ai mis Christopher Reeves.
Quand il est Superman, on- Non, c'est après. En fait, c'est l'acteur. devient Clark Kent, chaise roulante. L'acteur devenu quadriplégique après un malheureux accident de cheval. J'imagine juste me mettre à pleurer après une demi-heure en criant « Tu sais quoi, tu me trouves pas jolie? » pendant qu'il crie « Lâche-moi, calice! » Puis là, on sac notre camp, moi, puis le gars qui jouait Lex Luthor. Au numéro 1, j'ai Patch Adams. Patch Adams, le personnage de Le film. vrai ou Robin Williams? Ben, en fait, le personnage fait par Robin Williams, ça a l'air weird parce que le personnage est comme asexué dans le film, en fait, mais après avoir lu le livre, on se rend compte que c'était un ingénieur en objets sexuels. Je te le jure. C'est 50 Shades of Grey avec un nez de clown puis des enfants. Ben, en tout cas, quelque chose du genre. Puis, dans le livre, il invente un genre de gros cock ring qui s'attache au plafond. Lui, le cock ring était capable de soutenir une charge de 300 livres. Malheureusement, c'est sa nuque qui a lâché. Ouais. Fait que c'est ce qui m'a fait à mon top 5 de cette semaine pour mettre la table. je ne sais pas si je dois applaudir. Non, c'est mieux J'essaie pas. d'être la conscience ici. Ouais, et c'est mieux c'est pas. de mauvais J'ai goût. clairement compris que Non, mais c'était c'est- pas politiquement correct. Non. Non, ça, non. Là. Ouais, c'est souvent de mauvais goût ce qu'on fait. Mais tu sais, mais c'est une joke de Robin Williams, Il est mort, hein. on peut pas dire que c'est too soon, Non. mais c'est peut-être too late. Ou si c'est peut-être plus l'acharnement. Ah, t'as raison. Je vais vraiment si tu t'as- le roast, ça je après vais son enfant. juste vous péter depuis le début. Oh my God, je vais... non, my God. Je vais tellement t'appeler la prochaine fois. J'ai clairement besoin de conseils. esti. En tout cas. Ah, ben merci. T'avais-tu la majorité des référents? Ou... Oui, comme je te dis, je reste très absolument surpris et absolument curieux de savoir où est-ce que nous en allons avec tout ça. Ben là, on va aller plus vers toi. Dans le fond, je t'avais préparé une couple de questions. Ouais, ça va tomber plus Ah, ok. sérieux un peu. Là. Ouais, c'est Ouais, moi, vrai que j'ai cette réputation-là d'être assez plate. Ben non, je trouve Pas super plate. drôle. Non, Chris, t'es puis là, attends, je te laisse la présentation. En fait, me dis que t'as une école de Muay Thai. T'as fait du rap à Canada. Ouais, c'est quoi, On en c'est parlait Sumo Vercha? tantôt. C'est quand même épique. Hein? Ouais, ça fait vraiment longtemps, by the way, mais Ok, effectivement, on avait un groupe. c'est cool. C'était en France à l'époque. Le rap commençait à arriver. C'était le grand mouvement Ah ouais? hip-hop à la fin des années 80, début des années 90. T'avais-tu un album? Non, on a sorti des démos, là, mais Ok. on était dans des radios un peu comme ça, genre. Ouais. C'était Tu très. es la liste des gars qui ground. souscrivent. Non. toutes les raps Absolument à pas. propos de ça. C'est comme calisse, les gars. Ah, Mais c'était dans les débuts de Tonton David, IAM, NTM, Ok. etc. Ouais, Oh, nice, ça. la belle époque du rap français pour moi. Ah, ouais. Ben oui. Beaucoup plus belle, à mon avis, que maintenant. Ben moi, que Booba et Caris qui se tapent à l'aéroport solide. d'Orly. Ben il y oui. a Mais quelques jours. Booba, je le vois même pas comme un rappeur Sachant qu'en français. plus, là. Booba est censé faire de la boxe thaïlandaise. Ah ouais? Les résultats sont pas excellents sur la vidéo, en tout cas. Ah ouais? Ah, y a-tu vraiment fait des vidéos de lui qui. Ben, fait des non, mais démonstrations? je pense qu'il fait de la boxe thaïlandaise pour vrai. Ah oui? Mais là, dans le vidéo, il a l'air de courir plus qu'autre chose. J'ai vu des commentaires passer sur mon Facebook aussi. Non, qu'est-ce qui se passe? Tu devrais aller lui enseigner. La porte est ouverte, Booba, si jamais Ah ouais, ben oui. le Québec t'invite et tu trouves le Québec Puis ça, c'est invitant. cool. Tu peux lui donner des cours de boxe thaïlandaise, puis en plus des conseils de rap. Vu que t'as. Ouais, peut-être, je ne sais pas. Ah, je suis sûr En tout cas, c'est une chose est sûre c'est Booba. qu'avec sa musique, il a fait bien plus de cash que moi. Ouais, Ah, ouais. Plus de cash, peut-être. Est-ce qu'il y a un rappel avec Akhenaton? Peut-être pas, non. Ouais, fait que, comme tu disais, dans le fond, t'es né en France. C'est quoi? Quand t'es déménagé de la France, t'es-tu venu directement au Québec? Ou... Non, avant d'arriver au Québec. En fait, ça fait 13 ans que je suis ici. OK. Je suis arrivé en 2005 dans la belle province. OK. Et avant ça, j'habitais au Danemark. Ah ouais? Et avant ça, j'habitais en partie en Thaïlande et en Europe. OK. Et Quand même. avant ça, j'ai passé une couple de mois aussi en République centrafricaine. Ah ouais? Ouais, Oh, wow. j'ai été pas mal nomade pendant bien longtemps. OK. Et j'imagine que c'est Montréal qui m'a tranquillement pas vite enraciné. Ah ouais? oui, Ah ouais, bon endroit que la 13 ans à la même place, en souhaitant y revenir à chaque fois que je m'en vais quelque part. Ça n'a pas ouais. été là souvent dans ma vie. Ah ouais, pour vrai? Fait que, ouais. On dirait que ça m'étonne parce que moi, ayant pas voyagé énormément, je regarde les autres places et je me dis,
mon Dieu, tu sais, ça a l'air incroyable, mais ça me surprend que tu choisisses comme Montréal en particulier. C'est quoi les raisons pourquoi tu... Ça a été, je te dirais, ça a été un addon. J'étais en relation avec une joueuse de handball professionnelle à l'époque. Okay, et c'est ce qui m'a amené au Danemark, d'ailleurs. J'avais un contrat aussi. J'enseignais la boxe thaïlandaise là-bas. Okay. Puis quand ça s'est terminé, moi, j'avais qu'une idée en tête, c'était pas retourner en France. OK. Je sais pas pourquoi. En tout cas, j'avais un grand... tu sais, la grande image probablement de tous les Français ou de beaucoup de gens, le Canada. Le fameux Canada, les grands espaces. Pas les Indiens à plumes. Les grands espaces, l'Amérique du Nord, tu sais, une terre où tout est possible, tu peux te réinventer, démarrer à zéro, faire plein d'affaires. Donc, ce grand fantasme-là. Ah ouais, c'est comme ça que c'est vu, en fait, Oui, c'est clairement venu comme ça pour moi. C'était le Canada ou l'Australie. Okay, Et justement, tu voulais avoir financièrement, non, vraiment pas. Mais financièrement, ça semblait plus facile d'arriver au Canada. Ouais, la vie là-bas, c'est pas. Et de manière assez drôle, en fait, dans l'année qui a précédé ma venue ici et ce projet-là, j'ai rencontré plusieurs personnes qui avaient vécu à Montréal et qui n'étaient pas des Canadiens, mais des gens qui vivaient ou qui avaient vécu à Montréal, et tout le monde me disait c'est tellement une ville pour toi. Ah ouais? Ça te ressemble, tu serais bien, etc. Okay. Fait que ça a attisé ma curiosité et j'ai entamé une procédure d'immigration. Je me suis inscrit à l'université. Ah ouais? L'Université de Montréal m'a ouvert ses bras et c'est comme ça que j'ai fait mon introduction au Canada et au Québec. OK. Ouais, je suis arrivé comme ça. T'étais en quoi? En anthropologie et en études est-asiatiques. OK. Pour moi, c'était encore une chose. J'avais quitté l'école à 18-19 ans. Et là, j'avais 32 ans quand j'arrivais ici et je retournais à l'université. Puis dans ma famille, personne n'est allé à l'université. Fait que c'était comme une espèce de grande trip, si tu veux. Puis j'avais de très grandes idées sur cette institution où tu peux développer ton savoir et parler de tout librement, puis en même etc. temps, j'imagine que ça pouvait nourrir aussi l'autre passion de la boxe thaïlandaise que d'étudier comme les mœurs de ces pays-là. Est-ce que c'était ça l'idée? Ouais, ben l'idée, c'est que j'avais vécu beaucoup en Asie du Sud-Est. OK. Fait que j'avais une expérience de terrain, puis j'avais une certaine culture générale sur l'Asie parce que ça m'intéressait énormément. OK. Fait que ça me semblait être dire hey, je vais aller à l'université puis je vais travailler sur des choses que j'aime déjà. Potentiellement, je vais avoir du fun. Ah oui, ben oui. C'était pas mal ça l'idée. Puis les arts martiaux, c'est arrivé après à quelle époque dans ta vie? Les arts martiaux, c'est arrivé relativement jeune dans ma vie. Je te dirais, j'ai commencé par le judo. Là, j'étais vraiment un petit kid et je pense que ça a été une expérience traumatique, en fait. J'ai dû faire 3 cours. Ah ouais? Ouais. Et j'avais tellement peur du professeur de judo que j'ai jamais voulu revenir. Tu t'es dit, je vais faire du Muay Thai pour me défendre contre lui. Genre, mais ça, c'est arrivé plus tard, je te dirais. À partir de 14-15 ans, ça c'est revenu dans ma vie de façon récurrente. Un petit peu avant. Et je pense que j'étais finalement, je me suis rendu compte que j'étais le produit de mon environnement. J'ai grandi dans une banlieue difficile en France. Donc, un peu l'équivalent des projects aux États-Unis. Les cités, je pense. Ouais, c'est ça. On appelle ça une comme genre cité. La Castellane, me semble, à Marseille. Ouais, ça, c'est à Marseille, effectivement. Pour la petite histoire, je viens d'un quartier qui s'appelle le Mirail, qui est subdivisé en plusieurs autres quartiers. Et à l'époque, c'était la plus grande cité d'Europe. C'était le plus gros project d'Europe. Et j'en ai d'excellents souvenirs, même si, effectivement, ce sont des quartiers qui rencontrent certaines difficultés parce qu'il y a beaucoup de chômage, parce qu'il y a énormément d'immigration. Et je pense qu'au-delà de l'immigration, c'est plus un problème de social, en fait. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de travail. Il y a beaucoup de gens qui sont aidés par le gouvernement. Qui vivent de l'assistance sociale, etc. Donc, ça crée effectivement certaines tensions. Puis, effectivement, on embarque là-dedans un peu de criminalité, un peu de drogue, etc. Ça fait un cocktail assez intéressant. Et là, tu comprends vite que quand tu n'as pas de grand frère, va falloir que tu t'en trouves. C'est clair. Puis tu comprends vite aussi en allant à l'école que si tu te fais taxer le premier jour et puis tu te laisses faire, ça va durer toute l'année. J'étais assez smart là-dessus. Je pense que j'ai compris assez vite comment ça allait se dérouler et donc il y avait une nécessité à un moment donné tout simplement d'être capable de se défendre.
et de se protéger. Ouais. T'as commencé avec quoi comme aventure avec le Muay Thai? J'ai pas commencé avec le Muay Thai. En fait, à l'époque, je remets ça aussi il y a presque 30 ans. Back in the days. Ouais, back in the days, c'est même plus que 30 ans. C'était l'époque de Bruce Lee. Ouais. Bruce Lee, les ok. moines de Shaolin, c'était hyper damn, populaire nice. là où j'étais. Ouais, j'ai vraiment grandi avec cette vibe-là. Et donc, c'était le kung-fu. Moi, j'ai commencé avec du kung-fu chinois. Donc, après ma très négative expérience de judo, je suis passé aux arts martiaux chinois. Kung-fu. J'ai fait un détour par les arts martiaux vietnamiens, Viet Vo Dao, c'est une sorte de kung-fu vietnamien aussi. Ensuite, je suis passé par la boxe birmane. C'est quoi la boxe birmane? Ça, la boxe birmane, c'était absolument méconnu. Puis il arrivait qu'il y avait un gars en France qui faisait ça dans la région où j'étais à ce moment-là. Okay. C'est un peu comme de la boxe thaïlandaise, sauf que c'était le sport qui était pratiqué en Birmanie, qui est à côté. Mais sensiblement les mêmes règlements. Grosso modo, mais- c'est à peu près la même chose. C'est kick, coup de genou, coup de coude, coup de poing, et il y a même les coups de tête. OK. Les Ok, combats, les coups de tabarnak, ouais, tête. les combats se font sans gants, sans protection, juste avec des Ah ouais, bandages. c'est bare knuckle? Ouais. Wow. Calice. Alors, ça n'a jamais été hyper populaire à l'époque en tant que discipline. Maintenant, ça commence à sortir. Tu vois, tu commences à voir ça à la télé. Puis, je voudrais pas faire de publicité pour quelqu'un que je connais pas. Ouais. Mais il s'avère qu'il y a un Québécois qui est hyper connu dans le domaine de la boxe birmane, J'ai entendu qui s'appelle Le Duc. Son prénom m'échappe maintenant. Il est passé, je pense, au podcast de Pas de Côté. Oui. Il me Ouais. semble. Dave Le Duc. Oui, Voilà. j'ai Dave Le entendu. Duc. Ah, oui, je Dave connais Le ce nom. Duc, Oui. qui est un Québécois Ouais. et qui a priori take over la planète boxe birmane. Ouais. C'est d'ailleurs en Birmanie, ça a l'air qu'ils l'ont mis, il est partout en promotion. Il y a des statues. Je sais pas s'il y a des statues, mais en tout cas, il a l'air assez solide. De ce que je sais, c'est un gars qui a commencé quand même par le Muay Thai, je pense, OK. ou qui était dans le Muay Thai, puis qui s'est exilé en Thaïlande et éventuellement a dû atterrir en Birmanie, et c'est devenu une star dans son domaine. Ouais, non, c'est Ouais. intéressant son histoire. Ouais, ils ont droit au clinch aussi. Ouais. C'est relativement similaire de mon point de vue comme pratique, assez intense. J'ai été en Birmanie il y a quelques années aussi. J'ai eu l'occasion d'aller dans un stadium à Rangoon, de voir ça. C'était assez similaire à la boxe thaïlandaise, la culture que j'avais. Je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances. Nice. Évidemment, en Asie du Sud-Est, comme dans n'importe quelle région du monde, a priori, les gens sont comme très fiers. En Thaïlande, la boxe thaïlandaise, Ouais. c'est ce qui est le meilleur. Tu t'en viens en Birmanie, la boxe birmane, c'est ce qui est le meilleur. Tu t'en vas au Cambodge, maintenant, ils ont la boxe cambodgienne. Puis quand j'étais au Laos, la boxe laotienne, c'est bon aussi. Fait que, c'est à peu près... Mais ça a pratiquement l'air d'une religion en plus en Thaïlande, le Muay Thai. Là. Ouais, c'est... En fait, religion, ça dépend dans quel sens tu vas l'utiliser, mais je pense que c'est très culturel, en fait. Ouais. Les pratiques martiales en Asie du Sud-Est, notamment en Thaïlande, sont très reliés à la culture. Donc, ça fait partie de la vie de tous les jours pour beaucoup de gens. Il y a probablement, je suis pas sûr à 100% de mes chiffres, mais probablement 80 000 boxeurs en Thaïlande ou personnes qui sont impliquées dans l'industrie de la boxe thaïlandaise. Wow. C'est quelque chose probablement entre 5 et 8 000 camps qui entraînent des boxeurs. Il y a toute une économie là-dessus qui va du plus petit village de la campagne jusqu'au plus grand stadium de Bangkok, qui sont excessivement réputés. Et il y a toute une industrie. Ça passe à la télé 2-3 fois par semaine, aux heures de grande écoute. Il y a des journaux qui parlent juste de ça. C'est comme le hockey ici un peu, en fond. Ouais, c'est un peu comme le hockey, c'est une big. grosse discipline quand même. Moi, j'ai un de mes amis, sûrement que tu connais pas lui, mais il était dans l'académie Ness Martial. Il est allé avec Ali Nestor. Ils ont fait un camp d'entraînement là-bas, en Thaïlande. Puis il disait vraiment, si c'est à la Rocky 3, t'arrives là-bas, puis ils ont l'œil du tigre. Là. Ouais, Tu vois qu'il y en a qui en veulent. Là. Puis lui, il dit que son coach est arrivé, puis il y avait un gros punching bag, puis il pensait pas qu'il était si lourd que ça. Il lance un gros kick dessus. Tout le monde arrête, tout le monde le regarde. Il fait comme si de rien n'était, mais à l'intérieur de lui, il était comme genre, ah man, je me suis pété le tibia là-dessus. Mais je chaud pas, je le montre pas là. T'as un vrai choc J'assume mon culturel. coup. T'as un vrai choc culturel quand t'arrives en Thaïlande. Il faut comprendre une chose, c'est qu'en Thaïlande, la majorité des gens qui boxent pas pour le plaisir. Ils boxent pourquoi? Ils boxent parce que c'est ce qui va leur permettre de vivre et éventuellement de sortir de leurs conditions sociales. Ah ouais, c'est un bon feeling. Il n'y a pas de...
la société thaïlandaise est relativement hiérarchisée. Ça veut dire que si tu nais pauvre, ou à la campagne, il y a de très fortes chances pour que tu meurs pauvre et à la campagne. Ouais. Et si tu nais dans une famille riche en Thaïlande, souvent tu vas être très riche. Et donc, tu vas absolument pas t'intéresser à la boxe thaïlandaise. Ouais. Ok, c'est vrai, faire autre chose. Sport du Tu vas peuple, gambler, un peu c'est plus. bon beau, pire. Oh, et tu sais, Ouais. c'est comme... Ben, c'est comme. C'est très hiérarchique. OK. Ouais. Puis, et c'est la société qui est organisée comme ça. Okay? Il y a beaucoup moins de capacité à s'émanciper de sa condition sociale. Donc, il y a beaucoup de boxeurs qui viennent de familles relativement pauvres. Puis, souvent, le chemin qui est tout tracé pour toi, ben, c'est d'aller élever des vaches, là, des buffalo, puis ou de t'occuper des champs de ton père. Là. Ouais. Ça veut dire que tu vas pas nécessairement faire beaucoup d'argent. Puis, tu sais, c'est ça. La boxe thaïlandaise, c'est éventuellement la possibilité d'être reconnu, de c'est la seule briller, porte de de passer sortie. à la télé, de faire plus d'argent. Et avec l'argent que tu fais, il y a des jeunes là, à 12-13 ans là, qui font en une année de compétition, qui sont capables de faire pratiquement autant ou voire plus d'argent que ce que font leurs parents en travaillant. Ouais. Non, wow. C'est fou quand même. C'est assez substantiel. T'as des gars, mettons, d'une vingtaine d'années. Genre, il y a des gars, déjà sans combat professionnel, il y a genre 20 ans. Même plus. Ça serait quoi la longévité de quelqu'un qui commence à peu près jeune à faire de la boxe thaïlandaise, puis qui fait carrière, puis qui a une bonne carrière quand même? Jusqu'à où ça y peut se rendre? Parce qu'à un moment donné, à force de recevoir des coups, à un moment donné, tu peux plus, là, c'est sûr. Ça a beaucoup évolué, je te dirais, dans les dernières années. Pourquoi? Parce que la boxe thaïlandaise est passée d'un système qui était quand même très centré sur la Thaïlande à une discipline qui est maintenant internationale et absolument mondiale. C'est-à-dire qu'on va retrouver des clubs de boxe thaïlandaise maintenant à peu près partout sur la planète. C'est devenu une méga industrie, je te dirais, pas juste thaïlandaise, mais planétaire. Et là, ce qui s'est développé, c'est à la fois la discipline sportive en tant que telle s'est développée, mais il y a eu aussi toute l'industrie du loisir. C'est-à-dire que la pratique récréative de la boxe thaïlandaise a beaucoup aussi évolué. Quand moi, j'ai débuté au milieu des années 90... T'avais quel âge à cette époque-là? Je suis né en 73. OK. Donc, c'est ce que je te dis, j'avais à peu près 15, 16, 17 ans. Quand t'étais arrivé en Thaïlande? Non, je suis arrivé en Thaïlande plus tard. OK, Mais continue, excuse-moi. que ça soit en Thaïlande ou en Europe, par exemple, ça a commencé. C'est-à-dire qu'en Europe, il y a une culture de la boxe thaïlandaise, en France, par exemple, qui date à peu près du milieu des années 80. OK. Et ça s'est passé parce qu'il y a eu quelques gars qui sont partis en Thaïlande. Il y a eu aussi quelques Thaïlandais qui sont sortis. Il y a eu des boat people, toute la période qui était tendue, genre guerre froide, etc. Les communistes au Vietnam, les Américains qui débarquent, ça a aussi influencé le Cambodge, le Laos. La Thaïlande est toujours restée un petit peu neutre là-dedans, mais elle servait de base arrière pour des GI. En tout cas, il y avait toutes sortes d'affaires. Puis là, c'est là où les premiers contacts ont commencé à se faire. Puis que tu as eu des immigrants qui ont été accueillis notamment en France. Puis là aussi, tu as eu des gens qui venaient de cette région-là, qui, eux, connaissaient un peu ça, puis qui ont commencé. En France, à l'époque, c'était bien. Kung Fu, karaté, ça, c'était hyper populaire. Boxe thaïlandaise, c'était beaucoup moins. À un moment donné, ils voulaient se faire une place, genre, puis tranquillement, pas vite. Il y a des histoires qui étaient assez drôles où les gars rentraient dans des clubs de karaté ou quoi, puis ils allaient se tester, quoi. Ils arrivaient, puis ils disaient, OK, on va taper tout le monde, puis on va montrer que finalement, on est là, puis qu'on est une discipline dominante. C'est ça, surtout que le Muay Thai, c'est pas mal plus complexe que le karaté. Le karaté, c'est surtout des counter-attaques. Ouais, c'est fait que le gars qui fait du Muay Thai, il a juste un peu à attendre que l'autre qui fait du karaté le pogne, puis après ça, c'est un peu fini. Sur Google, si tu regardes sur YouTube, il y a plein de vidéos, là, Muay Thai contre karaté, Muay Thai contre taekwondo, Muay Thai. Mais en même temps, tu sais, des fois, c'est pas juste la discipline, ça dépend des gars aussi. J'ai un énorme et un profond respect pour l'ensemble des disciplines martiales, japonaises, chinoises ou autres. Je pense que c'est très, très riche. Puis la question de l'efficacité, quelle est la meilleure discipline, pour moi, c'est un débat qui est un peu... Mais si on twist ça, mettons, the weakest, ce serait quoi?
ça dépend toujours comment tu t'entraînes. Ouais. Tu sais, Mettons, genre, sur papier, là. tu sais, je vais prendre une cible qui est peut-être relativement... The Weakest, moi, je vais te le dire, c'est quoi? Ouais. C'est les fameux clubs de cardio kickboxing. Ouais. Ouais, mais c'est pas vraiment juste pour moi. J'étais un peu en train de dodge la question, mais en même temps, Ouais. tu sais, la discipline de hey, on fait de l'aérobic Ben, avec c'est des quasiment- gars. Ouais, non, mais c'est quasiment du crossfit, mais avec des gants. Ouais. Genre. Ça Ouais. donne l'impression qu'ils sont en sécurité là, à partir de maintenant quand ils vont Ouais. être dans la Mais rue. c'est Ce pas- qui est c'est pas dangereux une probablement pour eux. discipline. Là. Ouais, non, c'est ça. C'est plus des gens qui envoient leurs points devant, aucun transfert de poids, aucune technique. Ah ouais. Mais mettons, vu que je comprends que t'es un professionnel là-dedans, fait que je comprends que tu veux pas nécessairement répondre. Moi, je pense que mon feeling de la plus faible, je dirais que ça serait peut-être le taekwondo. Peut-être que je me trompe, mais c'est beaucoup dans le spectacle de faire le ils coup de pied qui a l'air Mais ils ont quand même compliqué. des estis de kicks. Ouais, je sais, ouais. mais tu sais, le coup de pied, Genre il est beau, mais mais je suis rendu d'accord, là, ouais. juste donne un coup de pied qui Mais rentre à en la haut place de d'un ça, coup de pied qui fait une l'aïkido, pirouette. mettons, là, l'aïkido, je sais pas si c'est quoi, là. Ouais, mais ça c'est la cible facile, Ouais. l'aïkido. C'est Ouais, ça, c'est ouais, ça l'affaire. ouais. C'est sûr Ouais. que c'est la cible facile. Ouais. Ouais. Puis là, tu me mets mal à l'aise, entre guillemets. OK. m'excuse, Puis toi, là. JF aussi. Mais je vais attends, mais expliquer. ouais, moi, j'ai parlé pour moi. Je dis ça, Je je vais me dire trompe. pourquoi. C'est parce que je vais faire Mais pour toi, c'est des collègues. deux dédicaces, en fait, si je peux me permettre. C'est que j'ai deux personnes qui ont été, pour des raisons très différentes, importantes pour moi, dans mon parcours je dirais, d'artiste martial. Ok. La première, c'est un gars qui s'appelle Jean-Pierre Allemand. OK. Alors, c'est un professeur d'aïkido. Puis En l'autre l'occurrence. faisait du taekwondo. Mais j'ai jamais fait d'aïkido avec lui. Ouais. OK, j'ai jamais fait d'aïkido avec lui. Ah, oui, t'as... Mais lui, c'est un professeur d'aïkido c'est une ceinture noire. Je sais plus à quel degré il est, Quand mais en même. tout cas, c'est quelqu'un qui a fait énormément là-dedans et qui continue aujourd'hui encore. Et qui, en termes comment dire, de savoir-être et de présence sur un tatami, était hyper impressionnant. Ah ouais? Oh, Excuse-moi, je veux pas un tatami, c'est le. Un tatami, c'est la surface Ouais, sur laquelle, en fait, tapis. les Ok, mats parfait. sur laquelle ils pratiquent Ouais, sa pratique. Des Ok, coussins. désolé, je Ouais, pour la non, parenthèse. c'est super. C'est ça. Ben ouais. C'est correct. Donc, tu sais, moi, j'ai jamais eu à dire, hey, tu sais quoi, Jean-Pierre, moi, je vais te mettre des gants, puis je vais te mettre des coups de pied puis des coups de poing. Puis toi, tu vas essayer de me faire voler dans ta jupe noire. Parce que souvent, c'est le truc ça. T'as l'aïkido, tout le monde va dire, ouais, c'est les gars qui sont en pyjama avec une jupe par-dessus. Genre. Ouais, si tu me dis Aikido, je pense à Steven Seagal. Ouais. Ouais, pour être sur un maquillage, être une geisha, genre. Oh my god! Mais je pense que c'est une perception, très honnêtement, oui, elle est rigolote, mais c'est une perception qui, à mon avis, erronée. Non, je sais. Et je suis très mal placé pour dire si c'est efficace ou pas parce que j'ai jamais eu à faire ça, mais Ouais. je Ok. pense que Steven Seagal a quand même une certaine reconnaissance. Il y a même Ouais. des gars dans la UFC Ouais. qui ont dit, hey, le coup de pied que j'ai sorti, c'est le coup de pied que Steven Seagal m'a appris. Je sais Ah, plus qui wow. avait dit ça, là. Ben, je sais entendu ça qu'il aussi. traînait beaucoup avec Anderson Silva. Ouais, je sais pas il si a c'est fait- ça. Ouais, mais je j'ai sais vu. pas si c'est ça, mais en tout cas. Mais j'ai vu, parce que j'ai vu, c'était comme une séance dans le fond avec Anderson Silva puis du monde. Puis là, ils font une séance, genre une démo de Muay Thai. Là, il disait, Tu vois le monde mets se ta battre. main ici. Ouais, mais c'est parce que genre, ils font une démo de Jiu-Jitsu, là, tu vois vraiment le monde, ils vont vraiment plus à fond. Ouais. Tu vois, ils font une démo de Muay Thai, puis là, quand ils arrivent avec Steven Seagal, c'est comme il envoie un petit jab tout move vraiment lent pour qu'il soit capable de le pogner puis de le mettre à terre. Parce que tu sais, si t'envoies un jab bien stiff puis rapide, tu seras Ouais, pas ouais. capable de te le pogner. Ben non. Ben, peut-être que oui, Mais en mais même peut-être qu'il va temps, te blesser en hey. même temps. C'est ça le shit, En là, ils même font une temps. démonstration. Je sais, non, je sais. C'est ça l'affaire. Tu sais, donc, Ça peut être efficace, mais j'ai l'impression que contre n'importe quel, mettons, genre, tu mets un professionnel de l'aïkido contre un boxeur professionnel. mais c'est parce que d'abord, il n'y aura pas de professionnel de l'aïkido. Ouais. Fait que ça n'arrivera pas. C'est ça. C'est pas blessant, mais c'est juste un J'ai fait. expliqué C'est ça pour qui est ceux beau qui ne là-dedans. sauraient pas nécessairement l'aïkido, dans le fond, c'est comme Forme de Allez Avec voir les- sur YouTube. C'est une forme de allez voir karaté. sur YouTube, Une ouais. forme de karaté. Ah ouais. Ah ouais. Allez voir sur YouTube. Ouais, ouais, il c'est y a vrai. plein de choses. Si vous savez pas c'est quoi, c'est pas notre C'est call. c'est pas de notre faute si vous êtes con, OK? By the way, j'ai YouTube. T'as YouTube? Ah ouais, je trouve Ah que ouais? au niveau des arts martiaux, je trouve que ça a tué les arts martiaux. Ah Mais, ouais, mais ouais. c'est un autre débat, on pourrait y revenir parce que je voudrais quand même pas oublier ma deuxième dédicace. J'avais oui, dit que j'allais oui, faire oui, deux oui, dédicaces. c'est vrai, absolument. Et la Oui, deuxième, oui. c'est parce que quand JF a parlé de taekwondo, moi, il y a quelqu'un que je connais pas personnellement. C'est-à-dire que je l'ai jamais rencontré. Par contre, on est amis Facebook, c'est assez drôle. OK. Puis c'est un personnage et c'est un monsieur qui s'appelle Lee Kuan Yew, OK. qui est un grand maître de taekwondo et d'arts martiaux coréens en France. En fait, c'est le pionnier du taekwondo en Europe.
OK. Et moi, je me rappelle que quand j'étais jeune, ado, il y avait un magazine en France qui sortait sur les arts martiaux qui s'appelait Karaté Bushido. Je pense que ça sort encore. Okay? Je pense que ça sort encore et qu'éventuellement, tu peux le trouver au Québec de temps en temps dans des librairies, genre multimédia, whatever. OK. Et tous les mois, il y avait une revue d'arts martiaux comme ça et ça parlait de ça. Et moi, j'ai grandi avec les reportages puis dans Karaté Bushido de Lee Kuan Yew. Ce qui est absolument fabuleux, c'est qu'il y a 5-6 ans, je pense que c'est à peu près ça, il y a un gars qui un jour est venu dans mes cours. C'est un Asiatique. Puis c'est avéré que ce gars-là, il s'appelait Young aussi. OK. Et en fait, il s'appelle pas Young, excusez-moi, il s'appelle Lee. Maxime. OK. Non, c'était pas Maxime, c'est François. OK. Il s'appelle François Lee. François, je m'excuse d'avoir mélangé la fête. Eh bien, François Lee, qui est venu faire du Muay Thai avec moi pendant quelques années, eh bien, c'était le fils de Lee Kuan Yew. Ah, ouais. Oh, Chris. Oh, wow. Ouais. C'est nice. Et ça m'a reconnecté avec ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis ami Facebook avec son papa sans jamais l'avoir rencontré. Et c'est tout un personnage. Même, ne serait-ce que sur Facebook, c'est tout un personnage. Et j'ai énormément de respect pour lui. Parce que vraisemblablement que je suis arrivé à faire ce que je fais aujourd'hui, notamment en enseignement, en partie parce que ce que lui a fait m'a inspiré et continue de m'inspirer. C'est un monsieur qui doit avoir probablement 70 ou plus de 70 ans et qui est toujours actif dans son domaine, qui fait du taekwondo sportif, mais aussi martial. Et c'est là où des fois ça peut devenir un peu nébuleux. Quelle est la discipline qui est la meilleure, etc. Je savais pas qu'il y avait une différence, en fait, Parce que c'est un peu comme la boxe thaïlandaise. OK. Souvent, ce qu'on va en voir aujourd'hui, d'abord, ce qu'on en voit majoritairement en Amérique du Nord, à mon avis, c'est ce que font les gars de la UFC. Ouais, clairement. OK? Donc, c'est les arts martiaux mixtes qui ont un peu mis la lumière sur la boxe thaïlandaise. Le problème que j'y trouve, ou la critique que j'en fais, c'est que bien souvent, il y a beaucoup de gens dans les arts martiaux mixtes qui ont une maîtrise de la boxe thaïlandaise qui est relativement faible. C'est-à-dire que oui, ils sont capables d'envoyer des coups de pied, des coups de poing, ça, il n'y a pas de problème. Et puis les gars sont certainement dangereux dans une cage. Oui. Par contre, la maîtrise technique de la chose et de la diversité ou de la profondeur de la boxe thaïlandaise, elle reste relativement faible pour eux, pour une bonne et simple raison que je peux comprendre, c'est que pour maîtriser ton art, tu peux y consacrer des années. OK? So, quand tu dois maîtriser de la lutte, du jiu-jitsu, de la boxe thaïlandaise, de la boxe et je ne sais quoi d'autre, c'est sûr que les gars ne peuvent pas mettre autant d'heures que ça. Puis sûrement que quand tu es dans l'octogone, ta position face à quelqu'un qui peut soit juste qui t'envoie mettons juste des coups de pied ou des coups de poing clinch est pas la même versus pour savoir un takedown aussi. Ouais, exact. Donc il y a des choses comme ça des paramètres qui vont faire varier la game. Mais si tu veux, dans l'inconscient collectif, ce qui se passe, c'est qu'on entend toujours le mot Muay Thai, la boxe thaïlandaise, whatever. Sauf que je pense que pour beaucoup d'athlètes dans les arts martiaux mixtes, la compréhension technique ou la maîtrise technique pure de la boxe thaïlandaise et a fortiori encore plus la maîtrise culturelle de ce que ça représente, des fois est très, très limitée. Ouais. C'est-à-dire que le bagage culturel dont on parlait tout à l'heure, la compréhension de comment on s'entraîne en Thaïlande, pourquoi on s'entraîne comme ça, il y a tout un mindset particulier en Thaïlande. Et ça, je dirais que ce que la boxe thaïlandaise a gagné en popularité, en tout cas en Amérique du Nord, ce qu'elle a perdu un petit peu, c'est cette connexion avec les racines de la Thaïlande et cette compréhension-là de d'où ça vient, pourquoi c'est pratiqué de telle façon et et pas d'une autre façon. Et la profondeur de l'éventail des techniques de la boxe thaïlandaise. Parce qu'évidemment, quand tu es un athlète professionnel, si tu
tu travailles pour une compétition en particulier, tu veux être le plus efficace le plus rapidement possible. Et donc, ce que la majorité des enseignants, des entraîneurs vont faire, c'est qu'ils vont se limiter à des fondations, puis that's it, that's all. Oui. Mais l'éventail technique il est beaucoup plus large. Et dans les versions martiales de la boxe thaïlandaise, des choses qu'on fait de temps en temps ensemble. Ouais, genre comme casser le bas de la colonne. En fait, l'éventail de techniques, c'est ça. L'éventail de techniques et la façon dont on peut percevoir ce qu'on fait, c'est bien plus large et bien plus profond. Voilà. Mais la version martiale. Et ça marche. Je m'excuse, je te coupe pas longtemps. Pas de problème. GF, c'est que la version martiale du taekwondo ou des arts martiaux coréens, par exemple, elle va être beaucoup plus large et beaucoup plus profonde que ce qu'on peut voir sur des compétitions sportives pures et dures, même si elles sont à haut niveau, comme aux Jeux olympiques, etc. Et ça vaut, j'imagine, pour la majorité des arts martiaux. Il y a aussi un grand mythe dans les arts martiaux et beaucoup de bullshit. Et je le reconnais, moi, le premier. Un mythe, là, de certaines affaires. Parce que, dans le fond, ma question, c'est... je me demandais si la version, si je peux me permettre, martiale du taekwondo, c'est-à-dire de la boxe thaïlandaise, est-ce qu'elle visait la mort de l'adversaire? Ou c'était-tu ça l'idée de. Parce que je connais pas l'histoire du tout, en fait. Là, je veux pas qu'on. Clairement. On aura probablement pas le temps. Mais... Clairement. Oui. Faut pas oublier une chose, c'est que comment c'est sorti tout ça, c'est d'une nécessité, c'est celle de rester en vie. OK. C'est aussi simple que ça. Oui. Il faut que je reste en vie. Contre la personne qui veut te péter. Et il y a des gens qui, éventuellement, ont décidé d'envahir mon pays, mon royaume, etc. On parle de, là, il y a bien longtemps en Thaïlande. À l'époque, c'était toujours pas la Thaïlande, d'ailleurs. C'était plusieurs royaumes, etc. OK. Et il y a des gens qui ont développé des techniques de combat, d'abord armées, que j'enseigne de manière beaucoup plus... c'est presque pas un secret, mais en tout cas, il y a underground, c'est ça. Et qui éventuellement, c'était comme, hey, si tu perds ton épée, si tu perds ton bâton ou whatever, ben, il va falloir continuer. Puis qu'est-ce qui te reste? Il te reste tes deux bras, puis tes deux jambes, puis le reste de ton corps. Fais le maximum avec ça. Et effectivement, tu sais, dans la version sportive, évidemment, tu peux pas mettre un kick, un coup de genou ou attraper et arracher les parties génitales. Dans la version martiale. It's free for all. La gorge, les génitales, les yeux. Mais t'as déjà fait de la compétition? Oui. Aussitôt que tu arrives dans le ring, dans l'octogone ou sur le tatami, c'est quoi qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? C'est quoi ton mindset? T'es devant ton adversaire une seconde avant que le round commence. T'es qui? Parce que t'es clairement pas la même personne qui est assis relax, là, qui sirote une petite boisson Bob Marley, là. Oui. Je veux pas faire de pub, mais c'est drôle ce que tu... OK. Marco, il a trouvé ça. Il s'est dit, hey, j'ai vu ça, Mellow Mood, Bob Marley. Il m'a dit, il me semble ça c'est quelque chose qui pourrait te ressembler. En plus, c'est au citron. Et c'est pas pire. Comment ça fit? Ouais, c'est cool. Ça fait. Je sais pas jusqu'à quel point ça me rend mellow, mais c'est ça. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à tout quand j'ai vu ça. Mais non, merci. By the way, j'ai découvert ça, j'avais jamais vu ça. Oui, c'est bon. Ça change des boissons énergisantes. Ouais, non, c'est sûr. Ouais, comme on l'a posé. Hein. Ça, OK, j'ai fait une parenthèse. Ouais, c'est correct. Fait que t'es qui? Mon mindset, je suis qui? D'abord, je te dirais que c'est très difficile d'avoir un regard juste sur soi-même souvent. C'est-à-dire que tu t'en rends pas nécessairement compte. Il y a des gens qui vont te faire des commentaires et qui te rappellent que tout d'un coup, hey, tes yeux, il y a quelque chose qui s'est passé, genre. Tu sais, t'as pas le même, tu t'en rends pas nécessairement tant compte que ça. Ensuite, répondre, c'est un peu complexe parce que je suis pas sûr que... d'abord, j'ai arrêté la compétition définitivement en 2002-2003. OK, quand même, c'est pas un bout. Ouais, donc ça fait un bout. Y avait-tu une raison particulière? Ouais, en fait, sur blessure, j'ai eu une opération à un genou et ça s'est très mal remis et j'ai perdu la flamme. C'est aussi simple que ça. J'ai perdu la flamme, c'est-à-dire que j'avais plus envie à un moment donné de me faire taper dessus. J'avais plus envie de devoir passer par tout le processus d'entraînement pour pouvoir accéder
à un ring et j'avais commencé à enseigner. Et en fait, je m'apercevais que je tripais réellement à enseigner. So, probablement partager les connaissances que tu avais. Probablement, et continuer à aller plus loin aussi avec ça. Et probablement que si je faisais le bilan aujourd'hui, en toute honnêteté, je suis certainement un bien meilleur entraîneur et enseignant que j'ai été un grand boxeur. Ah ouais, t'étais pas bon. Non, je dis ça. Je pense que j'étais quand même correct. Mais pour avoir fait genre 4-5 gyms avant de te rencontrer, honnêtement, t'es de loin l'enseignant le plus passionné puis dévoué que j'ai vu. Honnêtement, aussitôt que t'arrives, il te demande ton nom, il l'apprend. Puis honnêtement, j'ai genre vraiment été... C'est vrai, il m'avait parlé de ça, le fait que tu apprends les noms. Puis ça me met à terre parce que j'ai tellement de misère avec ça, mais ça laisse tellement une belle empreinte sur les gens en général quand tu dis leur nom. Puis tu sais, tout de suite, tu te rappelles leur nom, là, la personne, elle se sent importante. Ça au-delà de ça, honnêtement, genre, tu cares autant pour genre tes fighters que même le monde qui s'entraîne au gym, qui sont là une fois de temps en temps. Puis tu portes une attention à tout le monde. Puis ça, c'est pas tout le monde qui le fait. Il y a beaucoup de monde qui font rien qu'attention à leurs fighters, puis l'autre, c'est les restes sans calice. Puis honnêtement, genre, t'es de loin le coach le plus, l'entraîneur le plus dévoué que. OK, merci beaucoup. Fait que le gym, je l'accepte, je le prends. Merci donc, beaucoup. Le gym XPN, je pense que c'est le meilleur moment de le plugger, là, en ce moment. C'est tant qu'à être dans la parenthèse. Ouais. Bonsai Muay Thai au Gym XPN le lundi, mercredi. Excuse-moi un peu pour ça, dans le fond, j'ai coupé en plein milieu. Tu disais pour te faire compliment, mais je vois. Non, c'est bien cool. JF me posait une question sur le mindset, mais comme je te dis, c'est un peu difficile parce que dépendamment des combats, j'imagine que tu peux changer. Puis aujourd'hui, moi, je le vois. En fait, je l'analyse à travers deux choses, si tu veux une réponse. Je peux l'analyser à travers des athlètes que je continue d'entraîner aujourd'hui et qui, eux, ont le désir de faire de la compétition. Ou qui en ont fait avec moi, que ce soit en boxe thaïlandaise ou en MMA, parce que j'ai travaillé avec des Québécois qui sont quand même allés à assez haut niveau, notamment Patrick Côté. C'est avec Patrick Côté, nice. Oui, Pat m'a fait confiance pour m'occuper de son striking dans la deuxième partie de sa carrière. Ça commence comment cette collaboration-là, dans le fond? En fait, Pat, ça fait longtemps qu'on se croisait dans des gyms parce que je collaborais aussi avec son entraîneur principal, qui est son entraîneur de Jiu-Jitsu, Fabio Hollanda. Brazilian Top Team, by the way. Même si je suis plus dans la gang Brazilian Top Team, c'est quand même une partie de ma vie au Québec. Tu connais ton truc. Alors, je leur rends hommage. Je pense que Pat, c'est quelqu'un qui a... pour qui c'est important d'être loyal. Et il avait un autre entraîneur avec qui il travaillait. Je sais que beaucoup de gens disaient « Ah, mais on comprend pas pourquoi Pat ne travaillerait pas avec toi, etc. etc. » Puis j'ai toujours été comme « Ben moi, je suis là, mais j'ai très honnêtement... je laisse la porte ouverte, mais j'ai pas de démarche que j'ai envie nécessairement de faire ou quoi que ce soit. » Et à un moment donné, je pense que lui, il était juste arrivé au moment de la fin d'une histoire et il avait besoin de continuer son histoire ailleurs, différemment. Et c'est comme ça que j'ai été approché, en fait. Donc, ça s'est fait très simple. Ça a été très simple. Fabio m'a posé la question de savoir si je serais intéressé. J'ai répondu oui. Oui, évidemment. J'ai répondu oui. Ça se refuse pas. Mais j'ai répondu oui. J'ai répondu oui, pas parce que j'étais une groupie ou que tout d'un coup je me sentais important. J'ai répondu oui, tout simplement en disant à partir du moment où Pat vient me voir, puis qu'on peut établir les règles du jeu, les règles de notre collaboration et qu'on est d'accord sur les termes, I'm open. Puis c'était à quel moment dans sa carrière? C'était-tu avant ou après le combat contre Tito Ortiz? C'était bien après. C'était bien après? Oui, c'était bien après. Parce que Tito Ortiz, c'est quand même ses débuts. Ses débuts et c'était un sacré challenge à relever. Non, c'était bien après. Là, c'est assez drôle parce que je suis pas capable de mettre une date là-dessus. Tu te rappelles-tu le premier combattant qu'il a affronté? Non. 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 On a fait, je pense, 6-7 préparations ensemble.
Ah ouais? Ouais, la fin de sa carrière, en fait. Toute la fin de sa carrière était là. C'est quand il a fait son rebond, en fait, dans sa carrière. Il était sur une passe un petit peu difficile. Il repasse en 70 livres, et puis, quelque chose dans ces eaux-là. Là. Et puis, ça C'est un gros bonhomme. C'est un gros bonhomme pour être à 170 livres. Ouais, ouais, mais Pat, c'est un sacré athlète. Pat, c'est très difficile de faire les coupes de poids qu'il a réussi à faire. Je peux plugger encore une fois JF Gaudreau qui s'occuppait de la nutrition de Pat et qui est le manager du XPN. Ça, c'est une grosse aventure aussi. Ce que je fais aujourd'hui avec Bunseng, le programme de Muay Thai qui est au XPN, c'est aussi en partie une aventure c'est l'aventure UFC, Pat Côté, JF Gaudreau, Jonathan Roy, Fabio Landa, c'est lui qui donne le juice, qui se perpétue sous une autre forme au XPN. Et on continue à collaborer sous des formes différentes. Ce serait-tu Kyle Noak, le premier? Non, c'était juste après, je pense. Stephen Thompson? Non, attends. Joe Riggs, c'était moi. Berkman aussi. Ben Saunders aussi. Cerrone aussi. So, ça va en descendant de même. Si tu veux OK. C'est ça. Cerrone, c'est sûr. Saunders, oui. Berkman aussi. Riggs aussi. Thompson? Ouais, ça devait être par là. Thompson, non. J'ai même pas connaissance qui dans ce genre-là. Tu l'as tué avec Silva? Quand il s'est c'était avant. décalissé le genou. C'était avant aussi. C'était bien avant ça. Donc ça a été une belle aventure. Donc, parce que je sais que je parle beaucoup, mais je ne fais pas sa question de départ. Mais c'est correct, ça sert à ça de podcast, son genre. L'affaire, c'est ça, c'est que le mindset de combattant dont je peux te parler, c'est ça, c'est que dépendamment des individus, ça va être très différent. Mettons quelqu'un qui te fait peur un peu. Tu veux pas, je dis pas que je pense que tous les athlètes, t'as peur avant de rentrer dans le ring, plus ou moins. Je pense que c'est assez commun. Tu sais, j'ai collaboré avec un athlète qui s'appelle Strania Gavrilovic. Un sacré bonhomme. Un sacré bonhomme qui a combattu dans des grosses organisations canadiennes et qui devrait revenir sous peu. Dernièrement, il était sous l'écurie du TKO. OK. Il n'est plus avec le TKO du tout. Oui, mais bon, il y a eu une suspension là, pendant un petit bout de temps. Il a fallu qu'ils prennent l'air, Strania. Des gens comme Kevin Généreux, etc. Donc, c'est des gens avec lesquels j'ai collaboré et à qui j'ai apporté mon expertise parce qu'à un moment donné, ils souhaitaient l'avoir. Et je pense que ce qui fait le lien entre tous ces combattants-là, c'est que c'est des gars qui n'ont pas peur d'aller... je sais pas si on dit ça au Québec, qui n'ont pas peur d'aller au charbon. Ça veut dire que t'as pas peur de rentrer dans la cage puis de te dire, OK, là, il va falloir y aller. Ça va faire mal, ça va être dur, mais je vais y aller pareil. Au Québec, on dit on n'a pas peur d'y aller au bat, je pense. Ouais, d'aller au bat. C'est exactement ça. Je vais la mettre dans mon sac, celle-là, comme ça, je peux la ressortir. Pat, c'est pareil, c'est un athlète avec une grosse personnalité. Et tous ces gens-là ont des grosses personnalités. Je pense que la peur, elle fait partie de la game. D'ailleurs, si tu rentres dans un ring ou si tu rentres dans une cage sans avoir peur, c'est éventuellement un peu dangereux. Puis je vais revenir sur ça plus tard quand je vais partager mon expérience. En tout cas, l'analyse que j'en ai faite après coup. Donc, le mindset, c'est ça. C'est que oui, la peur fait partie de la game, probablement pour tout le monde, le doute, les questions, etc. Mais il y a comme quelque chose qui se passe une fois que tu es dedans et que la game, elle est partie. Et je ne suis pas vraiment capable de l'expliquer tant que ça. C'est un espèce d'instinct de survie. Il y a un instinct de survie qui commence à se mettre en place et tu vas le savoir. Tu sais, les gens qui font carrière, là, qui font plus qu'un, deux, trois combats, là, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'ils sont capables d'accepter dans la game. Parce que sinon, tu vas faire un combat puis tu vas sortir tout de suite. Ouais, t'iras plus. Tu le sais que c'est pas pour toi. Moi, j'ai un exemple très simple dans mon enseignement. Si tu me dis que tu veux combattre, c'est pas compliqué. On va faire ça d'abord dans le gym entre nous. Puis je vais m'assurer que, comme on dit en anglais, you take a fucking beating, right? Puis si tu reviens à l'entraînement le lendemain, OK, je le sais que tu as vraiment envie. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que tu vas me sortir toutes sortes d'excuses.
Oh ouais, tu sais, à la job, là, ça, on a changé. Là, je suis pas sûr que je vais pouvoir venir m'entraîner tout le temps. Ouais, ma blonde, ma mère, c'est whatever. OK, fuck you. I know already what's going on. Right? Ouais. C'est que c'est pas fait pour toi. Non, c'est Puis ça. au lieu de me dire, hey, tu sais quoi, je pense que je devrais juste m'entraîner en récréatif pour travailler sur moi à travers la boxe thaïlandaise sans me dire qu'il faut absolument que j'aille faire des combats. Ça serait correct. Le problème, c'est que il y a beaucoup d'ego. On a tous beaucoup d'ego. Et que c'est difficile des fois à accepter de se dire, hey, moi, je pensais que j'étais un fighter, mais en même temps, le premier coup de poing que j'ai reçu sur la gueule, j'ai compris que j'étais pas un fighter. Mais en même temps, j'imagine que juste le faire de façon récréative, ça doit apporter quand même d'autres choses dans ta vie, très certainement. Là. Il y a énormément d'apprentissage à faire là-dessus, sur toi-même, sur tes réactions avec les autres aussi. Sur la confiance, je pense énormément beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui était un peu plus... Moi, j'ai déjà fait pas de la boxe thaïlandaise, mais un peu de boxe, un peu de judo, puis semi-récréatif, semi-compétitif. Puis c'était surtout ça. Là. Ouais. Moi, c'est un peu ça qui m'a donné le goût de faire du stand-up après. J'étais comme, je savais pas que t'avais déjà c'est comme, fait ça, c'est cool, j'aime ça être sur un Ça, ring. tu viens pas nous voir le lundi et le mercredi? Non, moi, j'ai pris ma retraite. J'aimerais ça, j'aimerais ça pour vrai, mais je l'ai comme changé pour une autre passion, en fait. Tu sais, j'aimais ça être sur le ring, j'aimais ça m'entraîner, j'aimais ça beaucoup le sparring, plus qu'un vrai combat. Faire du sparring, c'est un pur échange de talent. Ça, je capotais là-dessus, puis j'aimais ça être sur le ring devant le public. Puis c'est plus drôle de les faire rire que de parler à quelqu'un. Moi, tu sais, j'ai donné des coups à recevoir. C'est pas quelque chose qui me dérangeait beaucoup, mais c'est moins dans ma nature. C'est vraiment plus dans ma nature d'être le petit comique en avant. Tu sais, souvent, je m'arrangeais pour faire rire, puis c'est pas tant ça que tu veux. Là. On me dit arrête de faire le guignol, c'est pas le bac, tabarnak. J'ai énormément de respect pour les gens qui pratiquent ce sport-là, puis j'aime beaucoup regarder les arts martiaux, mais j'ai comme pas j'ai l'impression que j'ai pas cette agressivité-là dans moi qu'on peut avoir besoin pour faire ça. Je sais pas si je me trompe, mais... c'est correct, au pire, c'est autre chose. C'est ça. C'est pas juste de l'agressivité. Moi, je suis persuadé, en tant qu'enseignant aujourd'hui, je suis persuadé que les arts martiaux continuent d'y avoir, pour moi en tout cas, une voie des arts martiaux. C'est-à-dire un cheminement que tu fais à travers tes disciplines martiales, quelles qu'elles soient, sportives, non sportives, compétition, pas de compétition, quoi que ce soit. Et notamment en récréatif, je pense qu'on peut mettre vraiment l'accent sur l'individu. Et comment les gens peuvent se développer à travers leur activité. Je prends un exemple simple. La majorité des gens qui s'entraînent au XPN avec nous ne sont pas des gens qui feront de la compétition. Okay? Si j'en ai un, deux qui veulent vraiment faire de la compétition, puis etc., sur un groupe de 20-30 personnes, c'est déjà pas un bon ratio. Parce qu'ici, tout le monde a une vie. T'as une blonde, t'as une job, etc. Et que le Muay Thai, ça va vraisemblablement pas te permettre de vivre et de payer tes factures. Par contre, en venant de te confronter avec des gars, face à d'autres personnes, c'est avec toi que tu es en train d'étudier. C'est pas obligatoire, ça se manifeste pas pour tout le monde de la même façon. Moi, je peux proposer ce genre d'environnement et mettre en place un environnement qui va faciliter cette prise de conscience chez les individus pour se dire, hey, donner un coup de poing à quelqu'un qui m'a rien fait en face de moi, là, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que les barrières, tu sais, souvent on pense à la barrière, j'ai pas vraiment envie de me faire frapper. Mais c'est pas la seule barrière qu'on a mentale. Non, mais tu veux pas blesser l'autre non plus. Il y a aussi, je suis pas nécessairement envie d'y taper fort. Tu sais, il m'a rien fait. La fille avec laquelle je m'entraîne, elle est cute. Tu sais, mais ça aussi, ça doit être assez difficile. Etc. Mais l'affaire, c'est que ce sur quoi j'essaye de faire travailler chacun des élèves, du coup, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, elle passe par la maîtrise de ton corps. Donc là, on est véritablement sur, OK, ça peut être jusqu'à quel point tu es capable de pousser un exercice, de tenir la distance. Donc là, on peut dire, ah ouais, c'est du conditionnement physique. OK, ouais. Jusqu'à quel point tu es capable de tolérer une certaine forme de douleur quand tu prends des coups.
Ou même quand t'en prends pas, taper sur un sac, dépendamment de l'intensité à laquelle tu vas taper sur un sac et du nombre de rounds que tu vas devoir faire, ton corps, il peut faire comme, OK, ça fait mal, là, sur le moment ou le lendemain. Ou le surlendemain. Right? Tu te cognes avec quelqu'un parce qu'il a fait un mouvement un peu bizarre et tu viens de te tordre un orteil. Ça fait mal. Les gens disent, si je faisais du ping-pong, ça serait mieux. Et c'est ce genre d'affaires. Donc, tu peux vraiment travailler sur l'apprentissage du corps et encore une fois, donner des coups de pied. C'est pas si simple quand tu dois être relativement technique. Il y a toute une gestion de l'équilibre, du transfert de poids, etc. Donc, c'est beaucoup de connaissances sur soi, en fait, que tu peux accumuler comme ça. Et il y a aussi la barrière, tout ce qui est mental. Donc, toute cette gestion pour certaines personnes, ça va être la gestion de leur agressivité. J'ai des gens dans mes étudiants qui m'ont clairement approché en disant, moi, j'ai un problème d'agressivité. Quand je sors, je suis fâché après tout le monde. Je peux pas aller dans un bar sans avoir une bataille, etc., etc. Et qui peut-être des fois vont arriver dans le programme avec cette idée, je vais apprendre à me battre parce que je veux être meilleur à taper le monde. Mais bien souvent, ce qui va se passer, c'est que ces gens qui vont arriver au bout de quelques mois et m'envoyer une espèce de feedback en disant, tu sais, Sana, quand je suis arrivé, moi, j'avais juste une idée le vendredi soir. C'était de sortir dans un bar, de boire, puis me taper avec quelqu'un. Puis aujourd'hui, j'en ai plus besoin. Je viens 2 fois par semaine. J'ai créé des relations avec des gens que je connaissais pas au gym. Ils ne sont pas nécessairement devenus des chums qui se voient à l'extérieur, mais en tout cas, on se voit au moins 1 à 2 fois par semaine au gym. Je fais ce que j'ai à faire sur le cours. J'ai plus envie de taper personne. Et ça, pour moi, c'est un vrai shift. J'ai des gens qui arrivent à l'inverse aussi. Je n'ai pas confiance en moi. Et on va me le dire ou on va pas me le dire parce que des fois, avec l'expérience, je suis capable de le fil. Des gens qui sont un peu plus renfermés. Et j'ai vu des gens, à travers les années, s'ouvrir complètement. C'est-à-dire assumer qu'ils avaient une place sur le tapis, qu'ils avaient une place dans la classe, qu'ils avaient une place à l'extérieur aussi. C'est intéressant. Et que donc, tout d'un coup, de façon détournée, leur confiance en soi, c'est un terme un peu fourre-tout, mais leur capacité à être ce qu'ils sont devenait beaucoup plus importante. Et donc, du coup, leur vie s'en trouvait améliorée parce que leur relation était meilleure. Ils étaient capables d'aller discuter avec plus de gens. Et puis, si jamais ils sentaient qu'à un moment donné, ils étaient dans une situation un peu hardcore ou difficile, tout d'un coup, leur capacité à gérer la situation est devenue meilleure. Ça ne veut pas dire que pour autant, tout d'un coup, ils sont devenus des super champions et qu'ils sont capables de taper n'importe qui. C'est sûr que non. Mais t'es dans un ring, tu as capacité de résoudre des problèmes. T'es dans un ring devant quelqu'un qui veut te foutre une claque sur la gueule. T'as un putain de problème à régler. Là. Tu l'esquives, tu le dark. Tu t'exposes souvent dans des situations qui sont pas confortables nécessairement. Fait que quand arrive l'inconfort après, c'est comme gérable. Ça, c'est l'idée. La grande idée derrière ce que j'enseigne, au-delà d'un coup de poing et un coup de pied, c'est d'essayer d'amener chacun à la limite de sa zone de confort et que cette même personne-là, intérieurement, elle se dise, hey, tu sais quoi? Ce soir, je vais aller faire un pas de plus. Je vais juste essayer un pas de plus en dehors de ma zone de confort. Ça, à la fin du cours, pour moi, là, si je sens que l'ensemble de la classe a travaillé dans cet état d'esprit-là, pour moi, c'est bingo, je pense que j'ai fait ma job. Pas nécessairement parce que tu es le meilleur kicker de la classe. À la limite, je m'en fous un petit peu. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de voir là où toi, tu avais de la difficulté. Est-ce que tu as quand même continué à essayer? That's it. Et ça m'intéresse. Fondamentalement, parce que je le sais que l'effet va se démultiplier à l'extérieur du cours, dans n'importe quelle sphère de ta vie. Et ça, c'est assez fantastique. C'est le fun d'entendre ça, parce que souvent, quand on entend des gens en parler, mais des gens, je parle, qui ont absolument aucune idée de ce qu'ils parlent en la matière. Tout ce qu'ils ont vu, c'est probablement un highlight de knockout de UFC, où est-ce qu'ils ont vu des genoux flyer, puis des coups de coude, puis des choses comme ça, puis ils ont trouvé ça extrêmement violent, puis tout ça. Mais ils voient pas l'espèce de... le côté bénéfique qu'il peut avoir en arrière de ça. Je trouve ça dommage. Mais je trouve ça moins violent,
la limite 2 personnes consentantes qui vont faire un combat, qui se sont entraînés les deux, qui savent, il y a une préparation. Ça versus quelqu'un qui arrive avec son bâton au hockey en arrière. Que là, il est comme tu sens juste qu'il veut il veut juste le ramasser. Là. Comme toi, t'es là, je t'ai vu te pogner à la POC, je t'ai spoté, je m'en viens, puis juste boum! Versus 2 personnes que ils ont appris quelque chose, puis il y a un échange là-dessus. Là. Moi qui n'ai pas grandi avec la culture du hockey, moi je trouve le hockey super violent. Ben oui, c'est violent. Je suis comme, oh my god. Comme t'as un véhicule. Mais pourquoi? Ah ouais, il peut défoncer un gars sur le bord d'une borne à genre 60 km/h. Sur des patins. C'est des bottes avec des lames de métal sous ces. Tu sais, je veux dire. Ah, c'est clair. La description, le synopsis est assez, là. Tu sais, je pense. Sinon, je me demandais à quel âge t'es arrivé en Thaïlande? La première fois que je suis arrivé en Thaïlande, c'était en 1998. OK. Ouais. C'est après, genre, début vingtaine, dans le fond, ce moment-là? 98, j'avais 25 ans. 25 ans? Ouais, j'avais 25 ans et en fait, ça a été... et c'est pour ça que c'est certainement aussi important pour moi, la Thaïlande, c'est que c'est arrivé à une période de ma vie qui est une période assez sombre, je te dirais. J'ai dans la même année, j'ai entre guillemets perdu ma famille. J'étais marié, j'avais eu une petite fille quelques années auparavant, puis c'est une histoire qui s'est assez mal terminée en réalité. Donc 98, c'est l'année où ça a vraiment pété, puis pété assez sale. Et j'ai aussi perdu mon père d'un cancer à l'intérieur de quelques mois. Ça s'est passé là. Et en fait, mon arrivée en Thaïlande, ça a été comme une espèce de renaissance. Ouais. Et tu vois, on est en 2018, donc je te parle de 98, ça veut dire que ça fait 20 ans. Et ça fait... je suis allé en Thaïlande maintenant probablement 27 ou 28 séjours. Ah ouais. OK. Et là-dedans, on parle de séjours longs, 3 mois, 6 mois, 9 mois, etc., à plusieurs reprises. Et c'est comme si tout d'un coup, c'est ce qui m'avait permis de renaître. Donc, il y a un avant, clairement, dans ma vie. Il y a un avant 98 et il y a un après 98. Ah ouais? Ouais. Et la Thaïlande, c'est un peu une deuxième maison, je te dirais. Ouais, c'est une deuxième maison. C'est quand j'arrive à l'aéroport à Bangkok, là, et que je prends la première bouffée d'air chaud et humide, it feels right. And it feels like home. Tu m'en as déjà parlé, mais c'était quoi ta première réaction quand tu es arrivé à l'entraînement là-bas? C'est assez drôle, en fait. La première... je l'imagine, c'est pour ça que je ris. La première chose, d'abord, on m'avait dit en Europe, j'avais un de mes professeurs qui était thaïlandais, il m'avait dit d'abord, quand tu vas arriver, tu connais rien. OK? Ça doit être ça ton truc. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu connais rien. Ouais. Et j'avais compris ça. Donc, j'avais quand même... là où j'allais, j'avais été annoncé, on m'avait donné une lettre d'introduction. Tu sais, mon arrivée avait été préparée. Donc, entre guillemets, on m'attendait quelque part. Oui. Mais il y a 20 ans de ça, il y avait encore pas tant d'étrangers que ça en Thaïlande. Ah ouais? OK, il y en avait. Je n'étais pas la première vague, mais ça restait quand même encore assez... c'est quelque chose de rare. C'était pas mainstream. C'était pas comme maintenant que genre le monde peut aller faire des Non, c'était pas mainstream. Puis les Thaïlandais, tu sais, la boxe thaïlandaise, c'est leur sport national, OK? So, souvent, la première réaction en Thaïlande, c'était comme... On te regarde de bas en haut, genre. D'un air de dire, hey, qu'est-ce que tu veux, toi? Tu viens d'où? T'es pas taille. T'es pas taille, donc c'est certainement pas fait pour toi. Ouais. Puis tu sais, ça arrive, c'est un peu bizarre quand quelqu'un arrive, là, puis qu'il touche les biceps ou qu'il touche les cuisses. D'un air de dire, ouais, c'est bien mou, tu vas jamais y arriver. En plus, c'est quand même plus grand que la moyenne des gens qui habitent là-bas. Là. Ouais, moi j'étais plus grand, effectivement, 6 pieds 2, 6 pieds 3. C'est quand même drôle que les gars qui te méprisent, te regardent. Mais oui, le regard méprisant au départ est assez là. Ouais. Et je te dirais que pendant les 15 premiers jours de mon arrivée, grosso modo, la seule chose que j'ai entendue, c'était « Hey, you ».
OK. So, on me parlait toujours en temps. C'était « Hey you, ไปวิ่ง Hey you เตะกระสอบ Hey you ไปกินข้าว Hey you อาบน้ำ Hey you ไปนอน » Je fais la traduction. Oui. Okay. Donc, c'est « Hey you », c'est à peu près la seule chose qu'ils étaient capables de dire en anglais. OK. Puis après, c'était comme « Hey, toi, va courir, fais de la corde à sauter, fais du sac de frappe. Va manger, va te doucher, etc. etc. Okay. Donc là, il fallait que moi, évidemment, à ce moment-là, je ne parlais pas encore thaïlandais c'est aussi ça. bien que maintenant. Fait qu'il fallait que je devine aussi ce qu'on était en train de me dire. Mais tu sais, va courir quand tu fais ça, tu comprends à peu près ce qu'il faut aller faire. Fais de la corde à sauter, c'est ça. Faire du sac, on te montre un sac, tu as compris que c'était à peu près ça qu'il fallait faire, etc. Mais grosso modo, tu n'as pas un entraîneur, tu n'as pas personne dans le camp qui va commencer à s'occuper de toi. Fait que tu So, regardes t'as des les grands autres. moments de puis- solitude. T'as des grands moments de solitude. Ça doit être un petit peu atroce quand même, j'imagine, ces moments-là. Oui et non, mais en même temps, moi, j'avais tout perdu en français. Ouais. Fait que, tu sais, C'est comme un moment pour se tu recueillir. sais, C'est j'étais des dans moments un ultra moment importants. sombre, ce qui fait que, tu sais, regarde, tu me sors d'un moment sombre pour me remettre clair. dans un grand moment de solitude, puis sinon, j'avoue c'est à que peu près la j'ai- même chose, hein? Ouais, je comprends. Ben, j'avoue que sinon, ça doit filer un peu comme ta première nuit en prison. Là. T'es comme, qu'est-ce que je fais ici? Genre, probablement, qu'est-ce que je fais ici? Ouais, ça a pas mal l'air de ça. Puis tu comprends tranquillement pas vite, c'est que le mindset de l'époque, c'est que on te teste. Ouais. Toi, tu dis que tu veux apprendre, Fais tes preuves. mais pourquoi je vais t'enseigner? Je te connais pas. Mm. Fait que d'abord, on va voir si tu veux vraiment apprendre, en te faisant faire toutes sortes d'affaires qui sont vraiment plates. Puis si tu te plains pas, si tu restes dans ton attitude comme ouvert, puis qu'on a l'impression que tu t'accroches, OK, là, on va commencer à s'intéresser à toi. Et c'est ce qui s'est passé. Ah, C'est-à-dire ouais. qu'au bout de 15 jours, il y a un des entraîneurs qui m'a appelé, puis là, comme tout d'un coup, il allait me tenir les pads. Wow! Là, il y a un gars qui vient te toucher, qui te lève le bras, genre. Tu sais, qui te corrige ta garde. Tu fais, Ok, shit, ok. man. OK, c'est parce que là, ça commence. Okay. Et là, ça veut dire que là, il y a comme une espèce de pivot où tout d'un coup, ben ça y est, tu commences à être accepté. Ouais, le regard Et des autres change sur toi. Le regard des gens change. Tu commences à faire partie de la tribu, etc. Ça veut pas dire qu'il va pas falloir continuer à faire tes preuves. Mais, tu sais, c'est pas compliqué si t'as l'air de dire que t'es fatigué quand on vient te demander de faire 1000 jabs. Hey, on va te dire, hey, assis-toi, repose-toi. Ah, tu peux être sûr qu'il n'y a plus personne qui s'occupe de toi pendant un petit bout. Là. Ou on t'amène ton sac et on te dit, hey, garde, C'est ça. va à la plage. On t'a fait T'sais, ton lit grosso là-bas. modo. Et ça, c'est la grosse différence entre ce qui se passait il y a 20 ans et aujourd'hui. Où aujourd'hui, toi, tu t'en vas, t'es à Montréal, tu tapes Muay Thai, Thaïlande, ça va te sortir comme 500 camps. Une fois que tu as envoyé ta carte de crédit, machin chose, hey, welcome in. Tu comprends? Mais il doit quand même avoir des camps de la vieille école. Oh, C'est peut-être oui, moi ça- qui écoute trop de ça- films, ça- là, mais genre ça dans la existe. jungle, dans une case. Ça existe à la campagne. Ça existe à la campagne, notamment dans la région de Lisan, qui produit énormément de très, très, très bons boxeurs en Thaïlande. Et pour la bonne et simple raison, c'est une des régions les plus pauvres de la Ah, Thaïlande. non, c'est ça. Ouais. Donc, il y a des camps extrêmement réputés. Et des fois, c'est des tout petits camps. Hein, tu sais. Un camp, c'est pas grand-chose. Des fois, c'est 4 poteaux, un toit en tôle, un sac de frappe, 2 paires de gants. Et puis, c'est les gamins du quartier, les jeunes qui sont là, qui essayent de faire quelque chose avec un entraîneur. Ou deux, parce que les entraîneurs, grosso modo, le gars, il peut avoir une activité, il peut être fermé ou il peut avoir un petit resto ou whatever. Mais quand il était jeune, il a fait de la boxe. Ouais. Fait que C'est là, il comment ça décide marche. d'essayer de faire quelque chose pour les gars du coin. Puis là, avec un peu de chance, il va y en avoir un qui est bon. Puis il va être capté par un autre camp où il va recevoir une sponsorship, etc. etc. C'est ça l'idée. Il faut comprendre qu'il y a un réseau en Thaïlande. C'est assez drôle. Ça part des campagnes. Puis le Graal, entre guillemets, c'est d'arriver à Bangkok, quoi. Ouais. Ah, OK. Ouais, dans- Bangkok, c'est là qu'il y a les gros Mais je combats. me Bangkok, demande- c'est le plus gros hub. C'est là que sont les stadiums les plus prestigieux, le Lumpini puis le Rajadamnern.
Mhm. Ouais. Il y a les shows de ping-pong aussi que j'ai entendu qui sont, ma foi, Ouais. Ouais, justement, il parlait de ping-pong tantôt. Je parlais de ping-pong, ouais. Ben, c'est ça, mais c'est pour C'est faire ça un que tu lien. parlais. C'était pour faire un lien avec le ping-pong. Si t'es pas capable, va jouer au Tu ping-pong. peux faire des ping-pong. C'est pas dans les mêmes quartiers, by the way. OK, non, c'est ça. Genre, tu frappes dans ton sac, puis juste à côté de toi, t'as une madame qui expulse le des... ping-pong, c'est ailleurs. Ouais, Ok, ouais. Sinon, comme on dit à la fin, j'aime bien ça, genre aller dans cette direction-là. C'est serait quoi ton pire moment dans le ring? Genre le pire beating que t'as pris, là. Ben, je te dirais qu'un jour, je me suis retrouvé KO à coup de low kick. Ah, ouais? Ouais. Ah, Parce que tu sais, quand t'es KO avec un coup de poing, là, à la limite, tu tombes, tu es pouté. Ouais, Bon, ouais. la switch mais est tu sais, c'est quand même assez honorable malgré tout. Ouais, Tu sais, ouais, ouais. Un gars t'a mis une grosse patate dans la face, là, regarde, bon, tu sais, t'es pas content, mais en même temps, bon, c'était honorable. À coup de low kick, c'était un peu plus dur à accepter. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a compris que c'était ton weak spot. C'est-à-dire qu'il t'a touché. Il t'a touché une fois, 2 fois, 3 fois. Puis là, lui, il va s'acharner jusqu'à ce que tu sois par terre, tu puisses plus te relever et on te sort sur une civière. Ça doit être difficile à ok, t'es plus capable de poids pantoute même après? Non. Puis Ah ouais? après, pendant 3 semaines. Oh, Ouch. 3 semaines? Ouais. Mais ça doit être dur à accepter. T'aurais dû faire à la Anderson Silva. Mets ton genou, pop. Mais Ça a marche, été par exemple, difficile. ça, Ouais. Ça a été difficile. Mais tu penses quoi des leg kicks à cette heure? Ils commencent à kicker plus en bas du genou, mettons en MMA, là, tu sais, genre avec les kicks plus le tibia. Je sais pas si t'as une opinion là-dessus ou pas tant que ça. Sinon, pas d'ailleurs. Je sais pas si je peux la donner. Non? Non. Ben, j'ai deux choses en moi. J'ai 2 choses en moi. Un, ça fait pas partie de mon arsenal de Muay Thai thaïlandais. J'imagine que un coup de tibia dans le mollet, ça fait mal pareil. Ouais, tu vas rentrer. En même temps, ça fait pas partie de tu sais, j'aime la belle boxe. Ouais. Il y a un truc, il y a une esthétique de la boxe thaïlandaise. Ouais, c'est vrai. Et je t'avouerai que moi, tu me mets face à regarder du MMA. La seule raison pour laquelle je m'y suis véritablement intéressé, pour vrai, là, c'est parce que quand Pat est venu me chercher, professionnellement, je me dois de savoir ce qui se passe. Ouais. Parce que moi, j'ai un athlète professionnel qui me fait confiance. Et donc, c'est de mon devoir de m'assurer que ce que je peux collaborer à ce que lui va pouvoir faire ensuite, ça soit le plus optimal possible. Ça a été la même chose quand je m'occupais de Strainia, quand j'ai collaboré avec Kevin, tous ces gens-là qui Très beau coup de coude d'ailleurs que tu lui as enseigné à Strania. J'ai vu, ben là, scalpé. Ouais, ça c'est le côté spectaculaire. Moi, personnellement, j'ai chié dans mes culottes quand j'ai vu ça. J'ai perdu. I lost my shit. Quand j'ai vu le gars lancer des crises de. Je l'ai scalpé, je fais wow. C'est un sacré bonhomme, Strainia. Ah ouais, c'est un top. Ouais, c'est un sacré bonhomme. ça. C'est un sacré athlète, c'est une sacrée personnalité. Ouais. On l'aime ou on j'imagine. l'aime pas. Je sais qu'il est très. Il divise beaucoup le monde. Il y a beaucoup de gens qui c'est une personnalité forte. En même temps, et il le sait, au tout début, on a collaboré ensemble. J'haïssais ça, travailler avec lui. Ah ouais? J'haïssais ça, son éthique de travail, j'haïssais ça. mais j'ai appris à le connaître. Au fur et à mesure, j'ai appris à le connaître. Et le premier combat où je l'ai coaché, où j'étais dans son coin, on était à Medicine Hat. Je sais pas si tu sais c'est où Medicine Hat, là. C'est en Alberta. Ah ouais? C'est probablement à 2 heures de char de Calgary. OK. Puis il y a des cowboys. Ouais, c'est fucking perdu. Puis là, tu sais pas pourquoi, il y a un méga stade, là. Ils ont comme une salle là, énorme en plein milieu de nulle part. Super belle. Puis là, il y avait un truc de MMA. OK, on était là. Et Strainia a fait un combat contre un gars. Son nom m'échappe, mais son surnom, c'est The Black Hulk. Mais c'était pas le gars qui avait fait le UFC déjà? Non, c'est un gars qui est venu à Montréal aussi faire un TKO. Il y a quelques numéros de TKO. Son nom m'échappe, mais si tu checks sur je le fais Google, tout là, ça, tu as d'ailleurs. The Black Hulk, un gars de Toronto, qui est très, très, très bon. Et ce combat-là, Strainia a perdu. Todd Stout, exactement. Strainia a perdu ce combat-là, mais honnêtement, dans ma carrière d'entraîneur, j'ai rarement vu un guerrier comme ça. C'est-à-dire que Strainia, il est resté debout tout le combat et il a tout pris.
Des coups de pied, des coups de poing, des coups de coude, des coups de genoux, tout. Mais tout. Et pourtant, il a jamais abandonné. Ah ouais. Damn, c'est un Et Rocky. ce jour-là, je peux te dire que je me suis dit, OK, là, Je l'ai ici. j'ai une perle entre les mains. Ah ouais. J'ai une perle entre les mains. Donc, Strania, ça n'a pas été l'athlète le plus facile à travailler avec parce que c'est une très forte personnalité. Ouais, un peu Puis dysfonctionnel. il a... non, il a une éthique de travail, il a une façon d'être, etc. Et c'est une grosse personnalité, that's it, that's all. Moi, je trouve cool. Mais j'ai appris à, tranquillement, pas vite, lui, il a compris qui j'étais, comment je travaillais. Et moi, j'ai fait aussi un pas vers lui, etc. Ouais. Et ça s'est révélé être pour moi une super expérience. Ah ouais? Ouais, véritablement. Et c'est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup de respect en tant qu'athlète. Et aussi, à l'extérieur de la cage, je te dirais que on n'a pas nécessairement les mêmes idées, on n'a pas nécessairement le même parcours ou la même façon d'être. Ouais. Mais une chose que je peux dire, c'est dans un monde où il y a plein de gens qui fake toutes sortes d'affaires, quand tu as Strania en face de toi, ben, c'est un gars vrai. Ouais. C'est un gars vrai. Il est vrai dans tout ce qu'il fait. T'es Il est pas vrai d'accord nécessairement avec qu'il est cool, lui, mais mais il non, est intègre à 100%. Exact. Fait que juste pour ça, ça mérite du respect. Juste pour ça, il Ouais. mérite du respect. Même- Parce même- que, et malgré toutes les erreurs qu'il peut faire dans sa carrière sportive, ou etc., il y a eu des ups et des downs, etc. C'est un vrai bonhomme. C'est un Ouais. vrai gars. Et c'est un gars où tu peux être sûr, c'est que si tu sors avec lui dans un bar, puis qu'il y a quelqu'un avec qui toi, tu as un problème et que ça tourne mal, tu peux être sûr que lui, il va pas Ouais. dire « Ah ouais, j'étais aux toilettes, j'ai pas vu, excuse. » Non. Non. Il va être là le premier, il va rentrer dedans, puis il va faire le Ah ouais. ménage avec toi. Mais il est ultra gentil. Même, je voyais, Exact. même mettons, quand t'arrives, quand tous les nouveaux au gym y arrivaient, puis c'est comme il s'est ramé à la fin du cours, puis bienvenue au gym. Puis tu sais, ça veut dire quand même beaucoup pour quelqu'un qui vient d'arriver dans un gym, qui connaît pas le monde, qui est mal à l'aise, puis que genre un des fighters de la place te dit bienvenue au gym. C'est comme ok, ben j'ai le droit d'être ici, genre. Yeah. Vraiment, ouais, c'est un gentleman. So, Ouais, moi, ouais. j'aurais la chienne tellement juste de sparrer avec, même du light Après, tu sparring. veux... Non, un sparring, c'est sûr. un sparring, il est correct. Ah ouais, il est correct? Ouais, c'est Strania, un sparring, il est correct. Ben, ça revient une fois. Mais tu- c'est dans une Ok. cage, dans un vrai combat, que Non, c'est bien d'avoir la chienne. Ouais, mais même juste à Joe Valley. Pense-y à 2 fois, parce que c'est... Ah, non, Le quand choix est très clair dans il ma est pas là tête. pour aller à la plage, quoi. Ah non. Non, Quand il est je dedans, l'ai il est vu. dedans. Mané, tu m'as dit, Ouais. genre, OK, va faire du sparring extraordinaire. Je suis comme tabarnak. Finalement, tu sais, il était vraiment gentil. Là, il m'envoyait genre une combinaison, j'en envoyais une. Il me traitait comme si c'était mon premier cours, puis j'avais vraiment pas le goût de dire c'est beau, tu peux y aller plus fort. Ceux qui ont le plus d'expérience, c'est ceux qui vont Ben oui. moins de blesser en sparring. oui, Souvent, ben ils, oui, ben ils oui. se Y a contrôlent rien à prouver, eux-mêmes, oui, rendu là. puis il sait exactement où te faire travailler. Ouais. Toi, t'es moins bon corps à corps, il va aller avec toi en corps à corps, puis là, je le connais zéro. Ouais, Je parle non. juste de qu'est-ce que moi j'ai Ouais. vécu, il va te pousser en corps à corps un peu, Ouais. sans trop te tuer, mais tu vas être genre... Ah, Non, man. mais là, dans ce cas-là, pour vrai, il m'a vraiment traité comme si c'était mon premier cours, genre, parce qu'il me connaissait pas beaucoup, puis Ok. j'étais comme, ben, c'est bien parfait de même. Honnêtement, j'ai OK, so vraiment pas le goût. big up Strania. Strania ouais. Gavrilovic, big up. Oui. Ben ouais, c'est- pour l'invité, ce serait cool qu'il vienne. Ouais. Ah, Moi, c'est je pense que oui. ça, là... Oui. Ça, je Ah, pense oui, que oui, ouais, oui. c'est Ouais, je pense là, que vous ça auriez serait une, cool. une sacrée Parce que bonne c'est- émission. Vous avez beaucoup rigolé avec Strania. Ben ouais, Toutes ouais. tes histoires de pénis, tout ça, là, Ouais, Strania va embarquer à fond là-dedans. Ça, c'est sûr. Sûr et certain. En tout cas, Ah, oui, mais ça va être ouais, le je pense temps qu'on va finir là. Nous, je pense que tu avais une contrainte. Il fallait que tu. Fait que, ben, merci beaucoup. Merci Ouais, beaucoup, c'est Sarah, vrai d'être que venue. mais en Ben fait, oui. tu Mais vois, merci. quand ça a démarré ton histoire du monsieur qui exploitait ses Ouais, enfants, et j'étais comme, wow, c'est drôle, là, c'est bizarre cette affaire. Ouais, je sais, je l'ai vu. Phil, quand t'es parti avec, c'est comme, wow. En même Mais temps, je l'ai vu quand on a fait le premier, Ouais. puis là, j'ai fait comme, oh boy. Moi, je savais qu'est-ce qui s'en venait. J'étais comme, Il aimera non, pas mais c'est ça. correct, c'est correct. C'est juste que. je l'ai pas mal pris du tout. C'est là. surprenant. Regarde, ça tombe dans une craque des fois. puis c'est pas- c'est J'espère pas grave. qu'en même temps, tu sais, je connais pas votre public tant que ça. J'espère qu'ils n'auront pas trouvé ça trop plate. Ben non, ben non, absolument c'est pas. c'est Super zéro intéressant. plate. Le but, c'est d'être Absolument pas, je intéressant. pense C'est pas, pas nécessairement de parler. Mais moi, finalement, je m'aperçois que j'aime ça parler de moi. Ben oui. Non, mais Mais c'est c'est normal, tout le monde aime ça. Tout le monde aime ça, mais honnêtement, t'es un passionné, fait que quand tu parles, c'est vraiment intéressant. là. Je sais pas si t'as remarqué, mais genre tout le monde est comme. Hein? Ouais, ça nous passionne Ben ouais. quand t'en parles. Ok, c'est Ouais, cool. non, Ouais. vraiment, très Ça, intéressant. OK, ben, si Ok. vos auditeurs ont le goût, venez nous voir au XPN. Ouais, Santé Ah oui, XPN, les absolument. lundis, Oui, oui, oui. mercredis soir à 18h, les cours de Muay Thai avec Ouais. CA. C'est à quel endroit? Ben, Santé évidemment, ils XPN, peuvent le c'est, googler. C'est mais- boulevard des... C'est Boulevard les Promenades. 1559 boulevard des Promenades. Oui, à Saint-Bruno. C'est un peu. Ouais. Ben, Saint-Bruno. officiellement, c'est Saint-Hubert. Ça c'est un C'est- truc qui m'échappe Ouais. encore. C'est L'adresse officielle, c'est Saint-Hubert, mais c'est juste à côté des C'est promenades vrai. Saint-Bruno. Ouais, c'est ça, exactement. Ok, ok. Exactement. Fait Fait que, que- dans le fond, juste googler
googlez Centre XPN. Ouais. Vive la Rive-Sud. Oui, ben oui. Vive absolument. la Rive-Sud! Ouais, pendant longtemps, je suis resté à Montréal. Oui, mais justement, c'était que je voulais parler. Genre, honnêtement, c'est quoi l'opinion? Genre, on va y aller. Il reste 2 minutes. Il reste 2 minutes, là, mais genre, c'était quoi l'opinion que t'avais, mettons, avant d'arriver sur la Rive-Sud? J'imagine d'avoir quand même une dévaluation, genre, de la Rive-Sud quand t'étais en ville. Non. Honnêtement, non. Ouais. Mais j'étais un vrai Montréalais, en fait. Ouais. J'avais pas de char. Ouais. Puis pour moi, ma vie, elle se passait toujours à côté de quelque part où il y avait un métro. D'ailleurs, Ok. J'habitais à côté d'un métro. Quand j'allais à l'université, il y avait un métro tout le temps. Les gyms où j'étais, il y a toujours un métro. Fait que, tu sais, moi, sortir, passer un pont, j'étais comme... tout est loin. Ben oui. OK? Puis, pour vrai, si je suis au XPN aujourd'hui, le fait que je sois sur la Rive-Sud, je le dois à un autre personnage, finalement. Je vais faire beaucoup de dédicaces aujourd'hui. Qui s'appelle Lee Villeneuve. Ouais. Lee Villeneuve, là, c'est encore une fois, c'est un personnage, c'est un athlète admirable. Ouais. C'est un gars à la base, Lee, c'est quelqu'un qui est un fou de jiu-jitsu. Il est entraîneur Ouais. à Belleuil. Ouais. Et en fait, c'est lui qui m'a convaincu. Ben, c'est lui et ma blonde. Parce que ma blonde est de la Rive-Sud. OK. Ouais, c'est drôle. Mais c'est lui qui m'a convaincu de faire un move sur la Rive-Sud. De dire, hey, Sana, rappelle-toi, quand on travaillait ensemble, parce que j'ai entraîné Lee il a fait une carrière de MMA qui était relativement courte pour la bonne et simple raison, c'est qu'il a tapé tout le monde et que plus personne ne voulait rentrer dans une cage avec lui. Okay. Pour vrai? Ouais, pour vrai. Pour vrai. Lee, c'était une machine. Je le connais pas. C'est une machine. Il a gagné le tournoi d'Abu Dhabi, genre quoi, fin trentaine, Ouais, début quarantaine? il est champion du monde de jiu-jitsu. Fin trentaine. Ouais, il avait genre 39. Là. Non, Lee, je pense pas que Lee soit aussi vieux que ça. Ben, Non, mais- mais- Tu peux googler ça, Lee Villeneuve, tu vas voir. non, c'est pas- il y a je pas fais ça 40 ans, maintenant. Je sais pas, Lee, combien il est rendu, je te dirais. Je pense que J'ai c'est aucune 40, idée. 41, mais ça, Mais je pense qu'il est plus jeune que moi. Ouais, mais. Ouais. En tout cas, il... on a Il y a vraiment. en tout On cas, a travaillé juste ensemble. à regarder sa face, Ouais. il a l'air d'un tueur. sérieux. Ah oui. Ah, sacrément. C'est un gars. C'est straight up badass. C'est un gars fantastique. Encore une fois, un cœur comme Srenia, un gros cœur. Oui, Un ok. très, très gros cœur. Ah oui, ok. En même temps, c'est pas le genre de gars... pareil, tu vas dans un bar, pars avec lui, s'il y a un problème, t'essayes. Ah oui. Il va savoir quoi faire. T'es sûr qu'il va pas te laisser tomber. Ouais. Mais c'est ça, Lee a monté un gym sur la Rive-Sud à Belleuil. Et puis il m'a dit, tu te souviens, Sana, quand on travaillait ensemble, parce que je l'ai eu entraîné pour ces combats de MMA en striking, il m'a dit, tu te souviens, un jour, je t'avais dit, si un jour j'ai un gym, ben, j'aimerais ça que tu viennes entraîner Ah, wow. avec moi. Ouais. C'est un bel honneur. Et quand il m'a rappelé ça, j'ai fait OK. Donc j'ai hésité parce que Belleuil de Montréal, c'est fucking loin. Ouais. Pour un Montréalais, en tout cas, c'est loin. Ouais. Ben, je suis Montréalais aussi, puis c'est pas si loin que ça. pareil, pour là. un mais c'est parce que Montréalais, les gars commencent à Je suis né à Montréal, Hey, si je viens. c'est 45 minutes de char. Là. Ben, Chris, c'est ça, c'est pas si loin que ça. Pour moi, c'est loin. C'est comme faire aller-retour j'avoue. Roderick Beaugrand, Berry. Québec, Québec, pour moi, c'est vraiment très loin. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Imagine tu- Rimouski. Tu viens de Marseille, t'es allé en Thaïlande avec des personnes qui faisaient genre, hey yo! Ok, Puis je toi, comprends. Belleuil, t'es comme, Mais Je comprends c'est tellement l'angle. Mais c'était ça. En C'est fait, intéressant. j'étais comme, OK. Puis, Lee m'a invité. J'étais pas sûr. Honnêtement, j'étais pas sûr. Ma blonde m'a dit, mais pourquoi pas? Essaye. Tu sais, essaye. Puis au pire, si t'aimes pas ça, tu pourras toujours dire, ben non, c'est pas pour moi. Puis c'est correct. Puis donc, on a démarré un programme de Muay Thai Ok. à 0. Complètement 0. Alors, j'avais pas un étudiant, je connaissais personne sur la Rive-Sud, etc., etc. Puis tranquillement, pas vite, le monde est arrivé. Et c'est là que j'ai rencontré Marco. Ben oui. Assez vite. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait plein de talents et plein de gens super intéressants. Pas que je pensais pas qu'il y en avait, mais c'est juste que la vibe est tellement différente de Montréal où le public est beaucoup plus, en tout cas, dans toutes les gyms où j'ai enseigné, le public est beaucoup plus homogène, en fait. Souvent, c'était des jeunes gens entre 18 et 28 ans, genre, on va dire, là, tu sais, la grosse masse. Souvent des gars, quelques filles, etc. aussi.
Puis là, je me suis retrouvé à Belleuil tout d'un coup. J'avais tranquillement, pas vite, la section s'est développée avec des enfants qui avaient 6-7 ans, puis des adultes qui en avaient 45, des gars, des filles, des madames, des gens qui voulaient pas nécessairement, qui connaissaient pas nécessairement grand-chose à la boxe thaïlandaise, qui n'avaient pas nécessairement une culture, la boxe thaïlandaise. C'était comme s'il y avait une nouvelle activité, puis ça nous tente d'essayer, puis ça a l'air cool, puis ça clique, puis on continue, etc., etc. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant aussi, finalement, parce que j'entraînais des athlètes pro, semi-pro au gym. Puis j'avais justement ma gang qui était juste Muay Thai, puis beaucoup de gens qui arrivaient avec juste je suis là, fais de moi ce que tu veux, grosso modo. C'était un peu ça. Je te prête mon corps. C'est ça que les gens ont envie d'apprendre, quoi. Fait que c'était le fun et ça a créé des relations comme ça. J'ai tranquillement créé des relations avec la Rive-Sud et avec les gens de la Rive-Sud. Et puis, l'aventure avec Lee, pour toutes sortes de raisons qui sont pas liées à Lee du tout d'ailleurs, c'est terminé. De façon presque, d'ailleurs, un petit peu abrupte. On peut le dire, c'était un petit peu shady, c'était dommage. Tu veux t'en parler un peu ou non? Pas obligé. Juste vous mentionner, il est 19h30. Ouais, je suis correct. C'est juste pour le mentionner. Je veux pas. Je suis correct. J'ai du fun avec vous. J'ai du fun avec vous. Non. T'es pas obligé. En fait, tu sais, les relations d'affaires. C'est comme toutes les histoires, c'est un peu comme les histoires d'amour. Des fois, ça démarre bien, puis des fois, ça se tend pour toutes sortes de raisons. Puis l'autre fois, tu te fais juste enculer, puis c'est terminé. Des fois, tu te fais juste enculer aussi. En l'occurrence... 6 mois, bergère. En l'occurrence, avec le recul, parce que avec le recul... je pense que ça fait juste partie de la vie. C'est-à-dire qu'il y a des histoires qui se terminent, même si sur le moment, elles se terminent de manière un peu... shady ou pas aussi clair que ça aurait pu être et aussi respectueuse que ça pourrait se faire. Finalement, l'eau passe sous les ponts, puis j'ai très peu d'attachement au passé. C'est-à-dire que ce qui passe, c'est passé. Et tu n'as pas de rancune? Et pas vraiment. C'est-à-dire que je suis capable de faire une analyse relativement claire de mon positionnement, de savoir qui je suis, de savoir là où j'en suis. Ensuite, je peux avoir une opinion sur les gens qui est ce que ces gens-là m'ont a priori montré à ce moment-là. Peut-être que depuis, ils ont évolué, etc. Et je leur veux pas de mal ou c'est juste que, OK, on travaille plus ensemble, that's it, that's all. C'est simple que ça. Après... j'oublie pas. Je suis pas cave. Non, c'est ça. Je me souviens des choses, puis si j'ai besoin de te les rappeler, je suis capable de te rappeler. Hey, te rappelles-tu que... that's it. C'est ça. Mais ce qui s'est passé, que moi, j'ai trouvé quand même formidable, c'est que ça s'est arrêté de façon un petit peu abrupte. Et le groupe d'étudiants que vous étiez, vos réactions à vous ont fait que je me suis dit, oh shit, je peux pas quitter la Rive-Sud. En fait, je peux pas juste dire, OK, c'était le fun, bye, je m'en retourne à Montréal, puis that's it. Ça a été, en fait, ça a été un peu crève-cœur pour moi parce que j'ai vu des gens qui avaient des larmes aux yeux, quoi. Et je me suis dit, shit, man. T'as vu que t'avais créé quelque chose avec les gens, j'imagine. Puis je me fais pas non plus d'idée. Je sais bien que, des fois, l'émotion peut être là sur le moment, puis tu laisses passer quelques mois, puis bon, OK, ça se dilue, puis chacun continue sa vie. C'est comme quand quelqu'un meurt, finalement. Tout le monde est bien triste, c'est hard, c'est dur, etc. Mais en fait, la vie reprend son cours. Mais quand Parce même... que c'est ça le truc. Mais quand même, c'est genre tous les moments où tu cares envers quelqu'un, c'est sûr que genre... Tu comprends ce que je veux dire? Genre, c'est mérité. Genre, c'est toi qui as bâti ce qui t'est revenu, genre, tu comprends? Ouais, probablement. Mais comme je te dis, j'essaye d'avoir pas trop d'attachement. Et quand je dis ça, ça veut pas dire que je m'en fous. Mais quand je dis pas avoir trop d'attachement, c'est-à-dire que de pas avoir... même si je suis assez exigeant, je pense, avec mes étudiants, c'est-à-dire qu'il y a une certaine éthique de travail, une façon de faire les choses. Il y a un principe qui me guide profondément. Et en fait, c'est mon père qui me l'a légué, qui n'était pas du tout dans les arts martiaux. Zéro du tout. Mais mon père, il répétait souvent un truc, pas nécessairement juste à moi, mais dans ses amis, les gens avec lesquels il travaillait, etc. Il faisait, quand tu fais quelque chose... fais-le le plus sérieusement possible.
en même temps, essaye de pas trop te prendre au sérieux toi-même. Et ça, c'est un principe C'est une belle phrase. qui m'est resté, qui me guide dans ce qu'on fait. C'est vraiment, excuse-moi de couper, c'est vraiment intéressant cette phrase-là parce que mon père nous disait seulement la première partie de la phrase. Mais je viens de me rendre compte que c'est vrai, Colic, le deuxième bout aussi, puis c'est vraiment important. Ouais, la deuxième partie est quand même assez importante parce que j'ai comme tendance à quand même me mettre beaucoup de pression sur quelque chose, puis là quand je le fais pas, je me tape ça à la tête, puis là je me sens mal, comme s'il faudrait que je fasse tout en même temps. Qu'est-ce que je dis tout le temps quand vous faites vos exercices au gym? Have fun. Have fun, smile. Ouais. Don't forget to smile. C'est parce que, après tout, on n'est pas en train de sauver des vies là, quand on tape dans des pads ou whatever, tu comprends? Ouais, c'est clair. C'est un peu la même chose en humour aussi. En humour, il y a beaucoup de monde qui se prennent beaucoup au sérieux, puis t'es comme, on fait des jokes, là. C'est pas grave, ça à soir, tu fais pas rire la madame en avant, là. Ça va bien se passer pareil. C'est ça, demain ça change pas le sens de rotation de la Terre, puis le soleil va toujours se lever. Ça serait dangereux, sinon. Ça m'a fait pourri, Imagine-toi comment tu serais nerveux comme. Ouais, ça se peut que. Je foutrais mon petit les bordel pôles à vont fond s'inverser la si caisse. cette blague-là n'est pas drôle. Oh shit! Donc, c'est ça l'affaire. C'est que. Donc, du coup, c'est ça. C'est que. Tu sais, oui, c'est important et c'est important de faire ce qu'on fait sérieusement. Puis en même temps, on n'a pas besoin de trop se prendre au sérieux non plus parce que, tu sais, c'est une question d'échelle. À l'échelle de l'univers, là, tout le monde s'en calisse. Oui, ben oui. Tu peux même être le plus grand champion que tu veux, là. Tu sais, ça intéresse les gens qui s'intéressent au Muay Thai ou au UFC, là. Mais, tu sais, moi, depuis que Pat a pris sa retraite, puis que je m'occupe plus nécessairement, tu sais, au quotidien d'athlètes qui participent au TKO, whatever, là. Hey, as-tu vu le dernier UFC? Non. Hey, y a un tel qui a gagné, voilà. I don't know. Je suis comme, je le suis pas nécessairement. T'as moins d'intérêt. Fait que tout d'un coup, tu t'aperçois que il y a des trucs qui sont importants parce que c'est important pour toi, parce que tu t'intéresses à ça, mais il y a toutes sortes de monde à côté qui s'en calissent, mais comme pas possible. Fait que personne sait c'est qui le champion UFC des 185 livres. Là. C'est comme tu vois Georges Saint-Pierre au centre d'achat, puis il y a une madame qui fait juste pouvez-vous vous tasser si vous voudrez, j'aimerais savoir la chaudière pour mes fleurs. Exact, parce qu'elle a aucune idée c'est qui. Donc c'est ça l'affaire. Mais sur la Rive-Sud, non, j'ai un profond attachement pour la Rive-Sud finalement qui s'est créé grâce à Lee Villeneuve, grâce aux gens qui sont venus et les relations qu'on a tranquillement pas vite réussi à nouer. Et c'est comme ça que le projet Bunseng au Centre XPN à Saint-Hubert est né. Ouais. Parce qu'en fait, c'était mon incapacité à dire OK, parce qu'une histoire se ferme, je vais tourner la page sur ça. Donc, j'ai tourné la page sur l'histoire pour ouvrir un nouveau chapitre et un des nouveaux chapitres, aux grandes dames de mes étudiants à Montréal, a été de prendre la décision de démarrer le programme en février cette année au Centre XPN. Mais t'enseignes encore à Montréal en même temps? Ouais, j'enseigne encore à Montréal, mais j'enseigne principalement des cours privés. J'ai pas de cours de groupe. Mais comme je te dis, j'ai une couple d'anciens étudiants de Montréal qui sont comme « Hey, Sana, quand est-ce que tu reviens? Tu fais quelque chose? » C'est juste que j'aime faire les choses sérieusement, pouvoir donner 100% dans ce que je fais et dépendamment de mes activités professionnelles, de ma réalité familiale aussi, parce que je vais avoir une petite fille dans pas long. Ah ouais? J'en suis assez fier. Félicitations. Elle s'en vient au mois d'octobre. C'est quoi, c'est ta deuxième fille? Ouais, j'ai une grande fille qui a 24 ans. Que j'ai eu quand j'étais beaucoup plus jeune. Oui. Puis là, félicitations. L'univers m'envoie une deuxième petite fille, donc ça a l'air qu'il faut que. Est-ce qu'elle va apprendre à faire des low kicks avant d'apprendre à marcher ou... Si elle veut. Ma première fille a fait un petit peu une boxe thaïlandaise. Ah ouais? Ouais. Puis j'étais très fier d'elle le jour où le directeur de l'école m'a convoqué en disant qu'il y avait eu une bagarre et que. My girl. Pas nécessairement que je voulais que ce soit ce qui arrive pour elle, mais au moins j'ai toujours eu la certitude parce qu'elle avait un certain caractère et qu'après elle a fait du basket, elle a fait toutes sortes d'autres affaires, mais que ça serait jamais une victime, qu'elle se laisserait jamais marcher sur les pieds. Ça c'est quelque chose qui était important pour moi. Et ma deuxième fille, j'imagine que aussi j'aimerais bien que ça soit ça.
C'est ta première fille avec ta blonde que t'es en ce moment? Non. Avec, avec une autre. Ah oui, Ouais, c'est la première, ma ouais. blonde. Salut à toi, Karine. Ouais, c'est ça. Elle porte notre enfant. Ah ouais? Ouais, puis c'est pas facile avec la chaleur qu'il fait en ce moment. C'est sûr. C'est une période de canicule, ça doit être Avez-vous trouvé un nom déjà pour l'enfant? Juste... ma blonde te dirait que j'ai une liste comme ça. Ah oui. Ça, c'est tes choix, en Moi, fait. je dis que c'est notre. Moi, je dis que c'est notre liste. Puis ma blonde, elle fait toujours comme non, c'est sa liste. Puis à peu près, je pense, 80 noms. Au final, on va décider ça. Je sais pas quand. Tu veux vraiment qu'on l'appelle Voldemort? Pour le moment, quand on parle d'elle, on parle de la madame. La madame? Oh. La madame. Elle a déjà un titre. La madame. C'est cool, ça. C'est ça. Merci pour la Rive-Sud. J'aime ça, la Rive-Sud. Ouais, Oui, Cool. c'est bien. J'aime ça, la Rive-Sud. Ça m'a sorti de Montréal, puis ça m'a permis de m'ouvrir à d'autres réalités, puis je trouve ça le fun. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Ben, je pense qu'on va finir là-dessus. Ouais, sur une note positive. Un gros merci à lui, Sana, pour elle. C'était vraiment merci, cool. Merci beaucoup, Marco. Ouais, ben, Merci beaucoup. Ben oui, ça a Merci été bien Phil, fun. merci JF. Yes, merci à toi, man. C'était bien fun, bien passionnant. Ouais, j'espère que j'ai pas trop volé. Non, mais c'était parfait. C'est toi l'invité, c'est ça le Non. C'est exactement pour la raison pour laquelle je t'ai C'est ce que j'espérais qu'il arrive, en fait. Réellement, Ouais. dans ma tête, Ok, j'espérais ben, que ce c'est soit Parce que honnêtement, ça arrive des fois, mettons, je fais des entrevues, puis là, je me rends compte que la personne, elle me feed pas. Fait que là, je suis comme tout le temps obligé de suivre avec les. Non. Genre, Ouais. non, Ouais, c'est facile. Je dirais, j'ai posé comme 3, mais je genre parle 28 beaucoup. questions. Je parle beaucoup. Non, mais c'est je sais, parfait. je sais. Non, c'est parfait. C'est parfait. C'est loin d'être Ouais. négatif. Ouais. Puis, je peux. En tout cas, j'enverrai un texto à Australien pour voir. Ouais, ça pourrait être cool. Si Ah ça tente, oui, vous j'aimerais allez ça. avoir une super J'aimerais belle vraiment émission. ça, absolument. Une belle, une autre vibe, j'imagine, mais une super belle émission. Ouais. On adore Ouais, justement ouais, le change de mood Ouais. comme ça. Non, Super cool. C'est absolument. vraiment cool. Fait que, Ben, merci tout le monde d'avoir écouté. Passez une belle semaine, puis allez liker nos shit, blablabla, la tune à part. Ouais, c'est- Yeah, merci Bonne tout le monde. ça. Bye.